Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Maguimo pour ce débat du premier tour des législatives première circonscription de la Seine-et-Marne. Autour de la table, nous avons réuni les candidats du deuxième groupe qui ont tous répondu à notre invitation. Et merci à Aude Luquet, Nathalie Bonne-Sérény, Franck Vézilier, Bénédicte Monville de Seco, Denis Julémier, M. Komevi Djogblebeu, je crois que j'ai bien prononcé, et puis Nicolas Alix va nous rejoindre en cours de débat. Pour respecter le programme que je vous ai transmis, donc on va commencer tout simplement par un tour de table avec Aude Luquet, qui représente La République En Marche. Bonjour Aude Luquet. Bonjour. On vous retrouve sur cette élection. Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui ? L'envie de servir les Français et les Seine-et-Marnais, essentiellement. L'intérêt général. Je pense que tous autour, enfin on n'est pas autour d'une table, enfin tous assis. Ici, on a cette motivation-là et on a aussi la volonté de défendre des idées et des projets pour notre circonscription. En marche sur cette circonscription, ça se justifie ? Oui, je ne comprends pas la question, mais oui, ça se justifie pleinement comme les autres formations politiques. Oui, oui, tout à fait. Vous avez les deux étiquettes pour DEM et En Marche, je crois. Non, je n'ai pas deux étiquettes, j'en ai qu'une, c'est suffisant. J'ai les épaules larges, mais je suis effectivement investie pour La République En Marche. Merci. Nathalie Bonne-Sérény. Bonjour Joseph. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes candidat sur cette circonscription avec l'étiquette des 577 indépendants du centre et de la droite. De la droite et du centre, oui. Donc ma candidature est une candidature réactionnaire par rapport à l'inertie que j'ai constatée sur notre circonscription depuis un certain nombre d'années, et aussi par rapport aux résultats du premier tour des élections présidentielles, où on a vu poindre des résultats qui ne correspondaient pas du tout à ce que l'on pouvait consulter et vérifier sur les précédentes élections. Étant effectivement de droite, j'ai souhaité pouvoir proposer aux électeurs de notre circonscription une candidature alternative, indépendante. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le mouvement des 577 indépendants de la droite et du centre, qui se présente donc sans investiture politique. Franck Vézilier, vous êtes aussi du centre et de la droite, je dirais. Alors oui, donc pour me présenter, donc je suis Franck Vézilier, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Dans la vie civile, je suis donc responsable export pour une société qui fabrique du matériel médical, de simulation médicale, pour la France donc, et les pays francophones, surtout en Afrique et départements d'outre-mer. Et je suis accessoirement donc maire adjoint, donc adjoint au maire de Perth-en-Gâtinais, donc un village de 2200 habitants qui se trouve dans le pays de Bière. Et donc j'ai 20 ans d'expérience professionnelle, mais j'ai aussi 20 ans d'expérience de vie locale, parce que j'ai été donc conseiller municipal dans une ville de 11 000 habitants sur le nord de la France, et puis conseiller et délégué communautaire suppléant avec Jean-Louis Borloo sur Valenciennes Métropole. Donc la maîtrise de quelques dossiers juste aussi par rapport à l'ANRU. Donc des dossiers qui sont assez importants sur ces villes parce qu'il y a eu quand même assez de misère par rapport à cette partie-là. Et donc je suis arrivé sur Perth-en-Gâtinais, normalement je ne devais plus faire de politique, et donc le maire actuel est venu me chercher pour monter une liste, et puis on a gagné contre toute attente. Il y a surprise, et il y a toujours des surprises dans les élections. Et donc aussi de ma présidence, parce que j'ai été président des jeunes centristes Fédération Nord, à un moment où Valérie Létard, qui est toujours vice-présidente de l'UDI, était présidente. Et donc, à partir de là, je me suis engagé pour Perth-en-Gâtinais. Et donc, je travaille beaucoup sur le terrain. Et mon engagement, en fait, aux législatives est venu tout simplement parce qu'on a constaté depuis 2 ans, nous, au niveau des villages, mais aussi des villes, que nous avons une perte de démocratie locale et un déni de démocratie locale. Parce que, par exemple, quand on a voulu rejoindre Fontainebleau Métropole, on voulait une communauté de communes, pas une communauté d'agglos. 17 maires sur 23 ont voté contre,
et on nous a imposé. Donc l'État impose. Donc à partir de là, on s'est dit il va falloir qu'on prenne notre bâton de pèlerin pour représenter la proximité locale, les habitants, parce que les habitants ne sont plus représentés du tout par les politiques. Et donc j'ai créé donc un groupe qui s'appelle Un Nouvel Air avec une élue de Ponthierry. Et à partir de là, notre structure fait qu'on a rejoint un groupe qui s'appelle Convergence Citoyenne, un groupe centriste. Merci. Voilà. Bénédicte Monville de SECO, figure connue localement à Melun. Vous êtes de toutes les élections, je pourrais dire. Ça commence bien. Déjà, je suis ultra minoritaire ici, puisque la droite est surreprésentée, à ma gauche et à ma droite d'ailleurs. J'ai échoua ici au milieu, mais c'est pas un choix, hein. C'était parce que la place était libre encore quand je suis arrivée. Je ne suis pas au centre. Je ne suis pas au centre. Je représente ce camp de l'humanisme social et écologique. Et ma candidature est donc une candidature France Insoumise, même si je reste personnellement une écologiste engagée à Europe Écologie Les Verts, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Et donc, je porterai, et je porte depuis déjà quelques semaines dans cette campagne électorale, le programme L'Avenir en commun, qui est un programme de justice sociale, qui est un programme de justice environnementale aussi, et qui est un programme d'abord de politique nationale, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que cette élection est une élection nationale, mais aussi un programme qui vise à améliorer la vie, évidemment, de mes concitoyennes et de mes concitoyens en Seine-et-Marne en particulier, puisque je suis engagée sur ce territoire, et particulièrement ici à Melun ou dans le Val-de-Seine. Voilà ce que je peux dire assez rapidement. On reviendra ensuite dans je remarque quand même que Madame Boll-Sereni a fait un lapsus assez révélateur. Elle s'est définie comme réactionnaire, ce qui est un terme assez péjoratif. J'espère que c'est pas ça qu'elle voulait dire, mais plutôt qu'elle voulait parler d'une réaction vis-à-vis d'une situation qui lui semblait dommageable pour tout le monde. Vous aurez le temps de prendre ce débat contradictoire. Denis Julémier, élu au département de Seine-et-Marne et à la région, candidat sur cette première circonscription. Je ne suis pas élu à la région, mon cher Joseph. Je suis élu juste au département, conseiller départemental, et j'ai été précédemment 12 ans adjoint au maire de Melun. Je ne suis pas un professionnel pour autant de la politique. Je suis chef d'entreprise. Vous savez que j'ai une entreprise qui se développe aussi à l'international comme en France. Et j'ai un engagement, en effet, politique au service de mes concitoyens depuis longtemps, avec un ancrage territorial fort. C'est un enracinement familial, un enracinement qui m'a toujours donné l'envie de faire bouger le territoire. Au départ, Melun, aujourd'hui le département, et maintenant une candidature de la droite et du centre, investie en effet par les Républicains et l'UDI. Le seul investi par les Républicains et l'UDI pour porter une majorité pour la France. 9 millions de pauvres, 10 millions de chômeurs. Il est temps que notre pays réagisse après 5 années de hollandisme, 5 années d'immobilisme, où la France a été affaiblie à l'intérieur, discréditée à l'international. Le projet que je veux porter pour la droite et le centre est un projet de reconquête, un projet de reconquête à la fois économique, éducatif, social, et c'est tout l'enjeu de cette campagne législative. Je suis un élu de territoire, comme vous le disiez précédemment, j'ai la connaissance des enjeux locaux, j'ai la connaissance de ce territoire, et j'ai envie de porter, grâce à cette connaissance du territoire, ces problématiques nationales dont on parlera tout à l'heure. Merci. Et puis, M. Komevi Djogble-Béou. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous remercie tout d'abord de cette invitation qui nous permet quand même à certaines minorités, je dirais politiques, bien sûr, comme nous, entre autres les indépendants, parce que permettez-moi de remarquer quand même que tout autour de moi, même si certains n'ont pas souhaité l'accepter, il n'y a que des professionnels de la politique. Il y a certains en sont à leur énième rendez-vous, d'autres en ont plusieurs mandats, donc bon voilà. Pour ces élections des 11 et 18 juin, notre objectif, c'est de parler aux populations de nos circonscriptions avant tout, même si certains s'inscrivent dans l'optique de donner une majorité au président de la République actuelle, même si certains veulent retrouver un siège, même si certains veulent sauvegarder, peu importe leur raison. Nous sommes plutôt intéressés sur plusieurs plans. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué sur notre circulaire, nous avons présenté notre candidature sur au moins 12 points, entre autres la culture, la transparence, l'écologie, les seniors, le social, l'enseignement supérieur, la santé, le logement et le transport, la sécurité, la vie politique, l'enfance,
l'économie et l'emploi. Donc, je me présente devant vous pour défendre cette candidature qui, à mon humble avis, est le seul message crédible maintenant, au-delà de nos partis politiques. Quand on parle de partis politiques, moi, je pense qu'il est temps, quelles qu'en soient nos originalités politiques, hein, droite, gauche, je crois même que c'est une notion qui est déjà caduque, dépassée. On peut quand même être originaire politiquement de telle ou telle famille, mais quand même, quand il y a une certaine réalité, quand il y a un problème qui frappe nos territoires, dans nos circonscriptions, il faut avoir le courage de se battre ensemble pour trouver une solution, plutôt que de se battre pour nos sièges politiques dans l'hémicycle. Merci. Merci, Monsieur Comivi. En tout cas, cet échange, c'est pour aussi donner à nos concitoyens, à ceux qui habitent notre territoire, de savoir vers quelle direction vous voulez les amener, surtout que vous êtes candidat à une élection nationale. Évidemment, ce n'est pas toujours facile de faire le lien entre ce qui est national et ce qui est local. Dans la première circonscription de Seine-et-Marne, c'est 23 communes avec des problèmes qui vont des quartiers en zone prioritaire à nos zones rurales. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment rendre attractifs nos territoires dans cette partie de la première circonscription. On va commencer par vous, Aude Luquet. Comme vous l'avez indiqué, effectivement, nous sommes sur une circonscription qui est très diverse et variée, puisque nous avons d'un côté des communes rurales et de l'autre côté des communes périurbaines et urbaines. Donc la réponse que l'on peut apporter ne peut pas être uniforme. Il faut qu'effectivement nous soyons en capacité de répondre à des besoins qui sont très différents en fonction de cette spécificité-là. Rendre attractif, alors il y a quelque chose qui est très très important, c'est que malgré tout, si c'est un mandat national, il y a un lien avec les élus locaux, qu'ils soient au niveau des communes et que ce soit au niveau des intercommunalités. Puisque vous le savez, avec la loi NOTRe, les intercommunalités deviennent un maillon essentiel dans le fonctionnement des collectivités territoriales, et ça a une incidence prégnante pour les communes, notamment les communes rurales et même les communes périurbaines, puisque avec le transfert de compétences, certaines compétences ne sont plus exercées au niveau communal. Donc l'attractivité, pour nous, il y a effectivement l'aspect développement économique, mais dans le respect d'un certain nombre d'éléments, on va dire, environnementaux, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui, lorsqu'on regarde nos villes, réfléchir et urbaniser à tout crin sans prendre en considération l'aspect, on va dire, de cadre de vie et de maintien de services à la population. Donc l'attractivité, ça se pose sur nos territoires, sur la possibilité d'être mobile, des déplacements, sur la question de la sécurité pour tous et sur aussi la question de développement d'un certain nombre d'éléments, notamment le développement universitaire. Nadia, vous partagez ce regard ? Vous savez, je pense qu'ici, on a tous identifié les mêmes problèmes qui sont des problèmes territoriaux, qui sont des problèmes nationaux. Et ce qui va faire la différence entre nos candidatures, c'est la réponse qu'on souhaite y apporter. Et cette réponse, nous, les 577 indépendants de la droite et du centre, on souhaite y apporter une réponse qui soit une réponse de terrain, mais de terrain émanant de gens qui connaissent les différents secteurs du développement de leur territoire. Alors on l'a dit, ça peut être le secteur économique, c'est aussi le secteur associatif, c'est aussi le secteur agricole. Et moi, je souhaite apporter ma compétence, ma connaissance de ces différents secteurs de par mes fonctions au conseil départemental où j'ai fait mes premiers pas en politique il n'y a que 2 ans et je n'ai qu'un mandat, voilà, pour répondre à mon collègue. Et aussi ma connaissance du terrain par ma direction d'une entreprise, d'une très petite entreprise depuis 17 ans, et aussi mon engagement associatif puisque je suis présidente d'une association qui vient en aide aux personnes victimes d'addiction. Donc je pense que cette attractivité, c'est une question de volonté de travailler ensemble, puisque notre slogan ici sur la circonscription, c'est « Réussir ensemble pour réussir enfin ». Et donc cette attractivité, il faut la bâtir ensemble avec tous les acteurs, qu'ils soient élus ou qu'ils soient membres de la société civile. Franck Vézillier. Donc au niveau de l'attractivité, et je pense qu'il faut quand même un peu rappeler le rôle de député, parce qu'on voit certaines propositions qui ne sont pas du rôle du député dans certaines propositions qui ont été faites. Et pour moi, il y a quand même un lien qui doit se faire et qui doit être énorme entre les habitants. Parce que quand vous parlez aux habitants, des fois, ils ne savent même pas quel est le rôle du député et
pourquoi ils vont voter. Il y a tout un travail d'éducation qui est à faire. Et surtout, il faut savoir qu'on défend un territoire, que ce territoire est important. Donc là, nous, au niveau de Convergence citoyenne, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les citoyens. Ce qu'on fait déjà, nous, dans notre village, c'est-à-dire qu'on a des quartiers citoyens, les gens décident, il y a de la participation, c'est participatif, on fait des réunions pré- et post-projet, et un député, je pense qu'un député doit travailler comme ça sur sa circonscription, parce qu'en fait, il est le représentant des citoyens à l'Assemblée nationale. C'est pas lui qui doit décider seul, c'est pas lui, il est simplement qu'un représentant des citoyens à l'Assemblée nationale. Ensuite, le territoire, alors il y en a qui disent, bon, il faut être né, je suis né ici, voilà. Quelle est la légitimité d'être né quelque part pour aimer une région? J'en doute. Sinon, vous savez que sur Melun, Val-de-Seine et sur le Pays de Vierre, on n'est quand même pas nombreux à être nés ici particulièrement. Et je pense que c'est quand même important aussi de venir dans une région et d'aimer cette région. Parce que des fois, quand vous êtes déraciné et que vous aimez une région, vous vous battez peut-être encore plus pour cette région. À partir de là, moi j'aime cette région, j'y suis arrivé il y a 10 ans. Je me mets au service de mon village comme je me suis mis au service d'autres villes avant. Et il faut savoir que notre circonscription est un petit peu en deux phases. C'est-à-dire que vous avez un côté rural où il y a une souffrance aussi, on s'en rend pas compte, parce que vous avez la disparition des terres agricoles, vous avez des classes surchargées, vous avez des endroits où on est 34, 35 élèves par classe, vous avez aussi des problématiques, et les problématiques c'est ça, les gens pour eux c'est pas quelle loi, voilà, c'est moi que va apporter mon député par rapport aux lois qu'on va voter pour que mes enfants soient moins nombreux à l'école, pour qu'on puisse sauvegarder nos terres agricoles, comment on va aider les communes rurales. Mais aussi, vous avez l'urbain avec les quartiers nord de Melun, les quartiers nord de Melun qui sont en souffrance. Moi, je viens d'un pays minier où il y a eu la mixité sociale. On ne faisait pas la différence entre les enfants nés ici, pas nés ici, tout ça. On était tous de la mine. Et je pense que dans les quartiers urbains, quand vous allez dans les quartiers nord, c'est la même chose. Quand vous ne connaissez pas l'autre, vous en avez peur. Et je pense que l'ANRU peut être aussi une réponse énorme, et les lois qui concernent l'ANRU par rapport à cette partie. Donc on a cette partie-là. Après, vous avez la partie du commerce pour l'attractivité, parce que le commerce de centre-ville est en train de mourir à Melun aussi. Voilà, donc c'est un travail au quotidien avec les acteurs, avec des associations citoyennes aussi, parce que je pense qu'on est tous ici dans des associations. Après, il y en a qui en font écho, d'autres qui en font moins. Quand on fait partie d'Action Humanitaire, voilà, c'est pas devant les caméras, mais en dehors des caméras, je pense que c'est plus important. On est tous engagés. Voilà. Bon, moi, la réponse, elle est du terrain, des citoyens, et je veux appliquer à la circonscription ce que j'applique actuellement dans mon village. Voilà, merci. Bénédicte Bonville-Desséco. On aurait bien aimé en savoir plus quand même sur la réponse, parce que là, vous nous avez dit, disons que vous vouliez porter les problématiques de vos concitoyens, mais vous ne nous avez pas donné beaucoup d'éléments de réponse sur la politique que vous vouliez mener. Donc, un député, c'est d'abord le député du peuple. Pardon. C'est d'abord le député du peuple, et du peuple où qu'il se situe sur notre territoire, en France. Donc il n'y a pas de raison de vouloir pour un territoire plus que ce qu'on voudrait pour les autres territoires, ou pour un de nos concitoyens, ou pour une de nos concitoyennes davantage que ce qu'on voudrait pour un autre. Donc ça déjà, ça posé, ça dit un peu de la manière dont nous on envisage cette mandature qui se dessine, visée à l'égalité des territoires et visée à l'égalité des citoyens. Donc renforcer l'attractivité, pour revenir à la question que vous nous avez posée, renforcer l'attractivité de notre territoire. D'ailleurs, elle va avec celle qui suit sur le dynamisme, parce que sans dynamisme, quel est le territoire attractif? Et les deux questions sont liées. Renforcer l'attractivité du territoire, c'est évidemment investir dans des activités qui sont socialement utiles et écologiquement soutenables. Investir dans des activités qui sont socialement utiles, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on arrête la gabegie économique qui consiste à financer des entreprises qui consacrent bien plus d'argent maintenant au profit qu'au travail, et qui ne rémunèrent plus les travailleurs. Et ensuite, qui alimentent un système économique où, effectivement, comme l'a rappelé M. Julmier tout à l'heure, il y a 10% de chômeurs, il y a 8 millions de pauvres, voire plutôt 9 millions d'ailleurs de pauvres que 8. Il y a 5 millions de travailleurs pauvres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, et il y a des gens qui travaillent et qui ne vivent pas de leur travail, et de plus en plus. Et de plus en plus. Donc pour changer ça, comment on fait?
Eh bien, comment on fait? On fait une politique sociale, on fait une politique de relance économique qui permette aux entreprises qui ont des projets, qui sont des projets, encore une fois, socialement utiles et écologiquement responsables, de créer de l'emploi. Et on relocalise l'emploi à travers, là encore, une filière économique qui doit être soutenue par un protectionnisme solidaire. C'est-à-dire qu'on construit les moyens de production relocalisés en France. Par exemple, on peut prendre un exemple qui concerne en priorité la Seine-et-Marne, l'agriculture. Nous savons aujourd'hui que notre agriculture est destructrice d'emplois. Le modèle agricole, extensif, productiviste, gros consommateur d'intrants chimiques et donc extrêmement polluant, est destructeur d'emplois aujourd'hui. Nous avons besoin d'engager la transition écologique de l'agriculture parce que l'agriculture paysanne et biologique est un moyen de recréer de l'emploi grâce à l'agriculture et de recréer des emplois dans différentes catégories d'emplois, ce qui permettrait d'offrir à nos jeunes en particulier des débouchés nouveaux. Voilà pour une des réponses que nous portons. Mais évidemment, ce n'est pas la seule, mais c'est une réponse qui concerne la Seine-et-Marne. Merci. Denis Julien, quelques flèches déjà sont parties dans votre direction. Oui, non, mais après, on partage à la fois certainement le diagnostic, on n'a pas forcément toujours les mêmes solutions. En tout cas, sur l'attractivité du territoire, dans le cadre des élections législatives, puisque nous sommes bien dans le cadre des élections législatives, ce n'est pas une élection départementale ni municipale, il y a un certain nombre de priorités au niveau national et qui rejoignent de toute façon et qui font écho aux enjeux aussi de territoire et du local. C'est les questions de l'économie et de l'emploi. Là-dessus, je rejoins sur cette priorité, en tout cas, et je l'avais abordé tout à l'heure dans mon introduction. Donc, emploi et économie, et on va en parler sur les enjeux de territoire ici. Ce sont les questions de sécurité, parce que vous pourrez mettre tout en place sur notre territoire, sur une circonscription, s'il n'y a pas la base de la sécurité de nos concitoyens, et si les gens ne se sentent pas en sécurité, ça ne sert à rien de développer, de mettre des moyens à côté pour à la fois l'urbanisme ou d'autres choses. Et puis ce sont les questions en effet de l'éducation, de la formation d'alternance, de la formation de l'enseignement supérieur, sur lesquels, sur ces sujets-là, ces sujets principaux d'enjeux de territoire et d'enjeux nationaux, le député a évidemment un rôle à accompagner les acteurs locaux, que ce soit les municipalités et les communautés d'agglomération maintenant dans leurs compétences qui sont les leurs, sur ces problématiques. Ici, sur le territoire de notre circonscription, nous avons à la fois, pour moi, même trois enjeux économiques. Nous avons vous savez, le site de Villaroche, Melun-Villaroche, c'est 7000 emplois, 5000 avec Safran, 2000 avec de très belles pépites d'entreprises qui rayonnent à l'international, comme JPB System, LH Aviation, bientôt Zodiac qui s'installe sur le territoire. Et vous le savez, sur l'ensemble de nos communes, y compris dans le sud de la circonscription, vous avez des techniciens, employés, cadres de ces grandes entreprises qui sont ici et qui permettent aussi à chacun de faire vivre nos communes. Sur ce secteur de l'aéronautique, c'est aussi un enjeu national. Donc il nous faut aujourd'hui être en capacité à développer aux côtés du SIMPAV qui gère les 400 hectares de foncier de l'aérodrome de Paris-Villaroche maintenant, puisque Melun-Villaroche s'appelle Paris-Villaroche pour lui donner une dimension plus européenne et plus nationale. Il faut accompagner le président de l'agglomération Melun-Val-de-Seine sur ce sujet où il y a une volonté commune à la fois maintenant du département, de la région, de la communauté d'agglomération Val-de-Seine pour développer ce secteur de l'aéronautique et de la mécanique qui fait le lien, et en parallèle de ça, développer les formations en lien avec les lycées techniques professionnels du coin pour être en adéquation entre les attentes de ces entreprises et les besoins de formation pour pouvoir développer en local des formations et ne pas être au besoin d'aller à Paris pour pouvoir se former. Vous avez le secteur en effet de l'agriculture, sur lesquels il faut aujourd'hui absolument faire évoluer en effet cette agriculture. À mon avis, aujourd'hui, il y a une nécessité à ce que l'agriculture trouve une valeur ajoutée qui aujourd'hui échappe à l'agriculture et passe dans les mains de grands industriels ou de grands intervenants. Si on prend l'exemple par exemple des éleveurs laitiers de notre département, aujourd'hui ils vendent le lait à des grands acteurs à un prix qui est en dessous de leur prix de revient. Il faut donc aujourd'hui mettre en place, c'est d'ailleurs ce que je fais au sein du département avec un projet de laiterie par exemple sur Montereau, pour pouvoir collecter le lait à un prix tout à fait abordable, le transformer sur place et répondre en cela à une demande de consommation locale et de produits laitiers locaux. C'est ce que
fait la ferme de Sigy qui est associée à ce projet. Et nous devons le développer absolument dans différentes filières, à partir du maraîchage, à partir des éleveurs laitiers, à partir de l'élevage ovin. C'est aussi des projets qui nous sont chers. Donc il faut absolument que l'agriculture évolue sur un modèle différent où la valeur ajoutée se trouve chez eux et non plus en aval. Et puis il y a la question sur l'agglomération de Laval-de-Seine de l'innovation alimentaire, qui est aussi un secteur de développement. Il faut absolument à niveau régional développer cette fameuse Food Valley que veut aussi faire évoluer Valérie Pécresse. Là, le député a également un rôle pour accompagner donc, et solliciter les ministères concernés pour trouver aussi les cofinancements possibles et les autorisations, tout comme sur les formations d'enseignement supérieur. La première année de médecine, par exemple, qui a été lancée ici à Melun. Il faut aller plus loin maintenant également dans ce domaine. Ça sera tout le rôle du député. Donc, économique. Il y a la question de la sécurité, on pourra peut-être en parler plus tard, parce que je vois qu'il faut que je fasse plus rapide. Donc les questions, et également on pourra en parler de santé, qui est aussi un enjeu prépondérant. Monsieur Comédie. Oui, rassurez-vous, moi je ne serai pas si long que mes prédécesseurs. Simplement, j'aimerais que certains ici présents m'expliquent comment ils pensent, ou bien développer l'attractivité si déjà en début de mandat, ils augmentent déjà la CSG. J'aimerais que aussi certains m'expliquent, ou bien expliquent à la population de la première circonscription de Seine-et-Marne, comment ils parlent d'attractivité quand déjà, pendant plusieurs mandats, ou bien par rapport, je mâche pas les mots, par rapport aux députés sortants, ils ont tous contribué à augmenter les impôts locaux. Quand ils commencent à asphyxier, c'est tout à fait normal en économie que quand vous asphyxiez ceux qui ont les moyens de créer des emplois, ils s'en vont ailleurs. Mais si vous augmentez les impôts locaux ou bien vous les gérez mal, j'imagine, ou bien je pense très mal, comment vous pouvez parler ou bien comment vous pouvez donner après des leçons d'attractivité. Par conséquent, je vois tous ces déballages de supposés d'attractivité tout à l'heure, je les considère comme étant des rendez-vous juste pour l'élection. Une fois que l'élection est terminée, rendez-vous dans 5 ans et puis on n'en voit plus. Pour ce qui nous concerne à nous, l'attractivité, nous faisons le nécessaire pour que déjà nous puissions attirer nous ne puissions pas faire fuir déjà ceux qui ont les moyens de créer des emplois, nous puissions garantir un minimum de sécurité, parce que aussi beau vous pouvez disposer de moyens, mais si vous n'assurez pas un minimum de sécurité, la stabilité en économie, c'est un des facteurs principaux. Si vous n'assurez pas le minimum de sécurité, l'investisseur, il va aller voir ailleurs, c'est tout à fait normal. Donc, nous, au niveau de notre circonscription, nous parlons dans un premier temps de l'emploi, c'est-à-dire mettre les meilleures conditions pour que les investisseurs puissent créer les emplois. Si je parle des emplois, il ne faut pas que certains aient à l'idée que on essaye de graisser la patte pour les patrons. C'est pas tout à fait ça. C'est pour concilier à la fois la nécessité de créer des emplois, donc pour que l'employeur aussi trouve son compte, et à la fois le salarié ne soit pas déshumanisé dans son travail. Il y a ça. Et puis il y a aussi un minimum de sécurité, et nous voulons quand même impliquer c'est sur notre circulaire à nous, impliquer quand même nos forces de l'ordre, et puis impliquer plutôt la population aux côtés de nos forces de l'ordre pour la simple raison que quand vous faites comprendre à une population la nécessité de la présence de ces forces de l'ordre pour défendre leur sécurité ou bien pour défendre leur vie au quotidien, là vous voyez que quel qu'en soit le programme que vous portez, ça passe assez mieux. Donc nous proposons initier des rendez-vous ou bien des journées de rencontres entre les forces de l'ordre par exemple et puis la population, de manière à faire comprendre, à faire évoluer les mentalités, et pour qu'il n'y ait pas un camp des méchants, comme quoi les forces de l'ordre, et un camp des gentils, les pauvres populations sur lesquelles on tape. Il n'y a pas du tout ça, au fait. Et puis, en dernier, je serai assez bref comme je vous l'ai promis. Nous disons souvent, il y a un adage qui dit souvent, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, nous comptons défendre aussi l'agriculture, parce que la Seine-et-Marne est l'une des plus belles régions où nous pouvons faire prospérer l'agriculture. Tout à l'heure, j'ai entendu parler comme quoi l'agriculture est destructrice d'emplois. Bon, ça m'a un peu gêné. L'agriculture n'a jamais détruit l'emploi. Ce qui détruit plutôt l'emploi, ce sont les mesures que nous faisons, les mesures que nous prenons. Donc, les détenteurs de mandats locaux ici présents, ils savent, ils sont tous responsables, ils sont tous comptables de ces résultats. Non,
Excusez-moi, je vous ai laissé parler, s'il vous plaît, merci. Voilà. Donc, j'aimerais bien que tous ceux qui sont en possession de ces mandats, ils sont tous comptables de l'échec cuisant qui est le nôtre aujourd'hui dans cette circonscription. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons développé ces points sur lesquels nous comptons faire rayonner l'attractivité de notre circo. Merci. Qu'est-ce qui fait que ce territoire compte quand même près de 14% de chômeurs? C'est des bras qui sont là et les employeurs cherchent des gens qui peuvent travailler pour eux. Comment faire en sorte que ce rendez-vous entre ceux qui créent de l'emploi et ceux qui en cherchent puisse se faire sur votre territoire? On peut commencer par vous, Bénédicte Monville de SECO. Oui, d'abord j'ai parlé du modèle agricole, l'agriculture au sens du modèle agricole. Évidemment, il n'est pas question de rendre les agriculteurs comptables d'un choix qui est un choix collectif et qui nous a été très largement imposé par les industries pétrochimiques à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce n'est pas les agriculteurs qui sont responsables, c'est la société tout entière qui a fait un choix qui maintenant s'avère être un choix à la fois nocif pour notre santé et en même temps, effectivement, qui est destructeur d'emplois, puisqu'on a perdu un nombre d'emplois dans l'agriculture considérable, quoi qu'en dise mon voisin. Donc comment on fait on investit de l'argent dans cette économie socialement utile, écologiquement responsable dont je parlais tout à l'heure. Mais comment on fait pour investir de l'argent aujourd'hui, étant donné effectivement les traités budgétaires européens et la règle d'or qui nous impose un certain nombre de règles économiques qui font que nous sommes sans cesse dans des politiques d'austérité et qu'il est très compliqué à la fois pour l'État mais aussi pour les collectivités locales à qui on demande un effort considérable d'investir dans l'économie et de permettre une relance de notre économie à travers l'investissement public. Puisque vous savez que ce que propose le programme L'Avenir en commun, c'est bien ça, c'est une politique de type keynésienne où on investit de l'argent pour pouvoir justement permettre la création d'emplois. Oui, mais on n'investit pas d'argent, attendez, je termine juste là-dessus, on n'investit pas d'argent dans des multinationales qui délocalisent ensuite l'emploi, qui délocalisent la production et donc qui de fait privent nos concitoyens d'emploi. On investit dans une économie localisée qui permette effectivement de faire travailler les gens. Voilà. Peut-être, je ne sais pas si la réponse au combien. Quelqu'un pour réagir, oui. Oui, moi je suis un petit peu étonnée quand même. On sait que Madame Monville de SECO a de très grandes connaissances en matière de macroéconomie, mais je ne suis pas certaine que c'est avec des grandes dissertations de macroéconomie qu'on puisse résoudre la question. J'ai bien entendu que vous n'avez pas l'intention, vous, de rendre notre territoire plus attractif qu'un autre. J'ai bien entendu que vous parliez de keynésianisme. Mais il me semble que répondre à la question qu'a posée notre interlocuteur, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. C'est comment effectivement faire se rencontrer des jeunes et des moins jeunes qui aujourd'hui sont en situation de ne pas avoir d'emploi, avec des employeurs de notre circonscription et de la Seine-et-Marne tout entière qui ne trouvent pas de personnel pour répondre aux commandes qu'ils ont. Et donc moi, je vais répondre concrètement. Je pense que c'est un problème de formation non seulement initiale, et cette formation doit être reconsidérée à un niveau national. Il faut que le projet éducatif soit totalement revu pour que, notamment, les filières d'apprentissage soient revalorisées et redynamisées. Tout le monde ne peut pas avoir forcément un bac général et c'est tant mieux. Les intelligences sont multiples et je pense que nous avons tout à fait notre carte à jouer en réhabilitant les formations en apprentissage dès 14 ans. Autre élément très concret, nous nous apercevons qu'en fait, une personne qui est diplômée, et en Seine-et-Marne, effectivement, on a un taux d'élèves qui, après le bac, ne poursuivent pas d'études supérieures qui est beaucoup plus élevé que la moyenne. Mais pour ceux qui ont fait un minimum d'études, bien souvent, ils sont sur le marché du travail et quand ils ont eu l'occasion et la chance d'avoir un travail pérenne, un CDI par exemple, au bout de quelques années, s'ils n'ont pas suivi de formation, ils ne sont plus opérationnels parce que nous sommes dans une société qui évolue extrêmement vite, notamment en raison de la dématérialisation. Et donc là aussi, il faut
faciliter la formation tout au long de la vie et donc reprendre tout à fait ce qui a été fait lors de ces dernières années et qui fait que maintenant l'accès à la formation, loin d'être facilité, est beaucoup plus difficile et beaucoup plus généralisé. Aude Luquet. Sur ce point-là, il y a un autre aspect qu'on n'a pas forcément évoqué. Vous parliez des jeunes, il y a aussi le problème du chômage, enfin des personnes qui sont au chômage en longue durée. Donc le projet, en tous les cas, que nous portons, il y a d'une part une aide sur les jeunes qui sont sans qualification. Donc il y aura une formation. Là, je rejoins l'aspect, on va dire, formation des jeunes pour 1 million de jeunes qui est prévu dans le programme d'Emmanuel Macron et que je soutiendrai bien évidemment. Et l'autre aspect, c'est de former également des personnes qui sont en chômage de longue durée. Et je crois aussi qu'il ne faut pas les oublier. Moi, je rencontre des personnes qui ont une cinquantaine d'années, qui ne trouvent pas de travail, qui n'arrivent pas à se qualifier, ou lorsqu'ils se qualifient, il n'y a pas la réponse de l'entreprise qui va en face ou d'une collectivité. Je crois qu'aujourd'hui, il y a nécessité à prendre en compte ces histoires, ces difficultés que les personnes peuvent rencontrer et qui vivent aujourd'hui avec des minimums sociaux qui sont autour de 400 €. Donc je crois qu'il y a nécessité à remettre en place un système où on peut qualifier et apporter des réponses efficaces pour ces personnes-là. Franck. Au niveau de la problématique, donc il y a des bonnes choses qui sont dites et que je rejoins parce qu'on est quand même à peu près sur les mêmes lignées. Il y a un point pour moi qui est vraiment important, c'est le partenariat public-privé au niveau des universités et aussi au niveau des bassins de vie. Quand vous avez un bassin de vie va s'orienter par exemple sur l'automobile, sur la santé, voilà. Et à partir de là, il faut absolument qu'on arrive à avoir des formations qui peuvent être intégrés, parce qu'il y a un moment, on avait actuellement, on a par exemple des IUP, c'était tout ce qui est professionnalisé, tout ce qui est tout ce qui est professionnel, c'est-à-dire que les entreprises ont besoin de personnes et viennent former dans les universités leurs futurs cadres, leurs futurs employés, leurs futurs ouvriers. Actuellement en France, on a des offres qui ne sont pas qui ne sont pas pourvues. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez important et pour les entreprises, favoriser aussi au niveau des entreprises cette partie, l'apprentissage à 14 ans, parce qu'on manque cruellement en France d'apprentis, mais si derrière on enlève les entreprises et on délocalise, ça ne va pas non plus. Et la délocalisation, là je rejoins madame, ça c'est aussi quelque chose qui est terrible, et on peut, avec tout ce qui est environnement, au lieu d'aller fabriquer ailleurs, revenir refabriquer chez nous. Et ça fait aussi travailler au niveau de l'environnement parce que vous avez moins de taxes, moins de transport, moins de pollution. Donc il y a des choses qui peuvent arriver aussi. Après, vous avez aussi la possibilité des circuits courts. Et c'est toute une mentalité à revoir. Je pense qu'on peut parler des problèmes, mais la problématique vient de la mentalité globale et de ce qu'on veut faire exactement dans notre pays et la vision qu'on veut donner. Si on n'a pas de vision, on pourra, comme depuis 40 ans, mettre bout à bout des solutions. Voilà, c'est une vision globale qu'il faut revoir. Et le circuit court, pour moi, est une solution. Pour l'agriculture, par exemple, on peut ouvrir des petites supérettes avec les agriculteurs qui pourraient directement donc vendre en direct, limiter les grandes surfaces, parce qu'actuellement on est en train d'avoir des grandes surfaces qui sont en train de tuer notre commerce, l'artisanat, parce qu'on n'a pas parlé de l'artisanat. Nous à Perth on a beaucoup d'artisans, on est fiers d'avoir beaucoup d'artisans, des petites sociétés, des personnes qui sont en 1 ou 2 personnes, ça fait de l'emploi. Le commerce local et le commerce de centre-ville, ça fait de l'emploi, mais par contre si on vote des lois qui vont tuer ce commerce, c'est le gigantisme des communautés d'agglos où on veut des 200, 300, 400 000 habitants et de plus en plus grands, des centres commerciaux. Voilà. Et là, vous tuez vos villes et vous tuez l'emploi des villes et surtout les jeunes, les personnes âgées, les plus âgés. Voilà, on caractérise les chômeurs. Non, il y a des chômeurs. Et ces chômeurs, la formation tout au long de la vie, c'est quelque chose aussi qui est important. Et les nouvelles technologies, on en parle très peu. Voilà, il faut vraiment avoir une spécificité dans le bassin de vie qui pourrait aussi être attractif. Vous avez des bassins de vie qui sont attractifs. Par exemple, vous avez l'automobile sur le nord de la France, vous avez la santé sur Toulouse, l'aéronautique. Donc voilà, et ça, je pense que si on ne travaille pas tous ensemble avec les présidents d'agglo, avec la région, par rapport à ça, on pourra avoir des difficultés. Et quand on parle d'un député, on dit c'est national, mais la problématique, quand vous êtes dans le Cantal ou en Corrèze, n'est pas la même non plus que sur nos territoires. Donc on va aussi défendre des lois nationales
mais qui peuvent avoir des impacts aussi sur d'autres territoires. Et il faut qu'il y ait une coordination au niveau national et de groupes au niveau national. Merci Franck Verzillier. Denis Julémier. Oui, je voudrais m'exprimer sur le sujet pour revenir un petit peu sur les questions quand même nationales. Parce que le constat qu'on fait aujourd'hui avec la difficulté en effet d'avoir des entreprises qui sont souvent prêts à prendre des jeunes en alternance ou qui ne le sont pas, et pour quelles raisons et la difficulté aussi d'avoir du développement économique sur notre territoire. Pourquoi en Allemagne on a 6% de chômage, pays voisin qui est aussi en Europe, et pourquoi en France on a autant de chômage, 10%. Pourquoi l'Allemagne se développe et exporte et n'a pas les mêmes difficultés économiques que nous? On se doit de se poser des questions. Et il y a une des raisons qui est principale, et c'est tout l'enjeu également des 5 années qui viennent, c'est qu'aujourd'hui vous avez une imposition sur l'impôt société des entreprises qui est à 33%, en France, quand elle est de 25% en Allemagne, quand elle est même de 12% en Irlande, où tous les sièges sociaux vont là-bas pour échapper à l'imposition sur notre pays. Donc on voit bien qu'on a une nécessité, ça c'est la base déjà économique, si on veut que nos entreprises puissent se créer, si on veut que nos entreprises puissent se développer, avoir une capacité d'autofinancement pour investir dans l'innovation, pour investir dans la créativité, pour investir dans l'exportation, pour pouvoir recruter, pour être encore plus efficace et plus compétitif. Eh bien, il ne faut pas qu'on les étrangle avec à la fois les charges et à la fois les impôts. Or, on a depuis des années, et notamment sur les 5 dernières années, étouffer les entreprises par des taxes, étouffer les entreprises par des impôts. C'est pour ça que nous nous engageons avec les élus de la droite et du centre, de l'UDI et des Républicains, à ramener le taux d'imposition sur les sociétés à 25%, à baisser les charges sur les salaires. Et c'est une condition déjà de base pour pouvoir développer nos entreprises sur le territoire. Et puis ensuite, en effet, il faut travailler sur les formations absolument et sur l'alternance. Ça a été évoqué par plusieurs sur le plateau. C'est d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui au sein du département avec Véronique Vaux, qui est également conseillère départementale déléguée en charge des formations, où nous rapprochons justement de l'ensemble du tissu d'entreprise sur le territoire. J'ai évoqué tout à l'heure justement la question avec l'aéronautique, ou avec M. Babinet, le dirigeant de la SNECMA Safran de Villaroche. Nous travaillons justement sur les attentes et l'adaptation des formations possibles à faire ou à développer, tout comme nous devons le faire dans d'autres secteurs d'activité sur le territoire. En tout cas, à vous entendre, vous êtes tous d'accord. Je ne comprends pas pourquoi alors vous n'avez pas fait de liste. Il y a moi un point sur lequel je n'étais pas trop d'accord. Ils sont surreprésentés. Voilà. Là, je suis assez je ne suis pas sûr que Bénédicte soit d'accord sur les mêmes propositions que celles que je fais sur l'économie et l'entreprise. Alors la petite différence entre... franchement, parce on va commencer par Franck Verzillier. La petite différence entre nous, c'est que nous, dans notre groupe, on est pour une Europe sociale avant d'être une Europe économique. Et que tant que vous n'aurez pas réglé la partie économique de l'Europe, on ne pourra rien faire. On pourra faire toutes les lois qu'on veut. Mais quand vous avez les salariés détachés, quand vous avez des salaires de 400 € en Roumanie et un SMIC en France qui est beaucoup plus élevé, comment voulez-vous travailler par rapport à ça? Donc il y a un point déjà essentiel au niveau national sur lequel il faut travailler, c'est le niveau européen. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors moi, je suis pro-européen, mais pro-européen au niveau des hommes, au niveau social. Et après, on peut construire une Europe économique et une Europe fédérale. Voilà. Oui, Bénédicte Bonfils de Seco. Oui, non, je ne suis pas du tout d'accord avec le projet, effectivement, de Denis Julémier, mais ça ne l'étonne pas. De la même manière que je ne suis pas du tout d'accord avec le projet porté par Monsieur Fillon, qui, rappelons-le, voulait, enfin, et veut toujours, d'ailleurs. Oui, mais bon, j'imagine que si vous êtes élu, c'est aussi parce que vous êtes d'accord avec son programme, vu que vous êtes dans le même parti politique que lui. Donc, il est pour la fin des 35 heures. Hein, il est pour 100 milliards d'euros d'économies supplémentaires de l'État. Donc comment on fait pour faire ça? Eh ben, on fait des politiques d'austérité. Et ce sont ces mêmes politiques d'austérité qui sont menées en France de manière systématique depuis les années 80 qui nous ont amenés là où nous sommes. C'est-à-dire qu'il faut quand même le rappeler, en 95, la dette de l'État, c'est 57% du PIB. Hein. Aujourd'hui, la dette de l'État, c'est 100% du PIB. Et quelles sont les politiques que nous avons menées
depuis 95, si on ne remonte que là, des politiques d'austérité qui empêchent justement à la fois aux collectivités locales, qui sont quand même, il faut le dire, les principaux moteurs de l'économie locale, justement, de l'économie de nos territoires, à travers les commandes qu'elles passent. Non, je vais terminer parce que d'abord, je suis la seule à représenter ce camp humaniste, social et écologique ici. Vous n'avez pas le monopole de l'humanisme. Et que mes interlocuteurs sont bien plus nombreux que moi. Et comme vous l'avez fait remarquer, sur la même ligne politique, ce qui fait qu'en fait, cette ligne politique est surreprésentée. Donc je vais quand même terminer. Oui. Or, par exemple, l'audit citoyen de la dette nous dit que 59% de cette dette a été contractée contre l'intérêt général, c'est-à-dire pour satisfaire des intérêts particuliers. Alors moi, je vais donner quelques exemples locaux. Eh bien, par exemple, quand on pense davantage à équiper un énorme centre commercial en desserte de transport qui sont payés par nos impôts, parce que le TZN est financé par la région, il ne faut pas l'oublier, davantage qu'à utiliser cet argent pour effectivement redynamiser le commerce local et arrêter cette gabegie économique qui consiste à équiper des centres commerciaux qui dévorent nos territoires, qui détruisent les emplois dans le commerce local, eh bien là, on fait pas, c'est pas vrai. On donne pas de solution à ces millions de chômeurs, à ces presque 3 millions de chômeurs. Et je voudrais encore ajouter une chose. Oui. Les propositions de l'avenir en commun sont des propositions extrêmement concrètes, contrairement à ce qu'a dit Nathalie Beaune-Sérénier, parce que quand on parle de transition écologique, et quand on dit que la transition écologique, c'est 2 millions d'emplois qu'on créerait, et quand on dit comment on le fait, et entre autres en sortant justement, soit en renégociant les traités budgétaires européens, soit en sortant de ces traités, eh bien, on donne une méthode et on donne des solutions concrètes pour remédier au chômage des gens. Merci. Rapidement, Denis, je mets une réponse avant de revenir. Oui, non, je voulais répondre à Bénédicte et vous dire en effet que je confirme et j'assume la position qu'est la nôtre de la baisse de 300 000 fonctionnaires que nous voulons faire d'ici 5 ans, parce qu'on ne peut pas continuer la dépense publique continuellement. Et je pense qu'il y a des moyens de pouvoir réduire cette dépense publique, et notamment dans la fonction territoriale, où nous avons fait des communautés d'agglomération et nous n'avons pas su mutualiser un certain nombre de services. Donc chaque commune, grosse commune, continue à avoir ses services techniques. Vous avez sur la communauté d'agglomération de la Val-de-Seine, par exemple, trois services techniques importants, etc. Et donc, on doit, sur ce type, déjà sur la fonction territoriale, regrouper, mutualiser et inciter à ça. Il faut que l'État incite dans sa politique à mutualiser au sein de ces communautés d'agglomération les services. Et puis, je ne vois pas la nécessité qu'un jardinier, un cuisinier dans une collectivité ait le statut de la fonction publique. Enfin, je voudrais aussi dire que c'est pas des politiques d'austérité que nous avons fait depuis des années. C'est des politiques de dépenses à tout va, et de matraquage fiscal à la fois sur les ménages et sur les entreprises. Et encore une fois, nous ne pouvons pas être compétitifs avec des entreprises qui ont des taux de 33% d'impôt sur les sociétés quand les voisins ont 25%. Non, ce n'est pas faux, c'est la réalité. Écoutez les entrepreneurs, écoutez les entreprises, et c'est totalement faux. Nathalie Beaune-Sérénier. Oui, alors je suis d'accord avec mes collègues qui partagent les valeurs de la droite et du centre, et donc forcément pas d'accord avec Bénédicte Monville de Séco, mais moi aussi. Mais surtout, la différence qui peut se faire effectivement, c'est que Denis Julemier a dit par deux fois, que l'impôt sur les sociétés était de 33%. Alors si je partage la vision de la trop grande importance des charges et de la fiscalité sur les entreprises, j'aimerais quand même qu'on rentre dans quelque chose qui soit plus concret et plus techniquement argumenté, parce que dire que les entreprises sont imposées à 33%, c'est incorrect. C'est incorrect parce que ça méconnaît une partie de la réalité fiscale de l'entreprise, puisque les entreprises qui ne font pas un bénéfice suffisamment important ne sont jamais imposées à 33%, mais déjà à 15%. Et en plus, c'est méconnaître aussi le fait que la majorité du tissu de nos petites entreprises sont des entreprises familiales qui donc peuvent opter pour un autre régime de fiscalité qui est celui de l'impôt sur le revenu. Et tout donc cela, on ne change rien, on laisse sur le même taux. C'est votre proposition, Madame Beaune ? Tout cela sans tenir compte non plus des autres impôts qui sont aussi lourdement pénalisants pour les entreprises, qui sont la CFE, la CVAE. Bon. Donc on ne bouge pas la fiscalité sur les entreprises, elle est Je n'ai parfaite. pas dit qu'on n'avait pas à la Joseph. bouger, puisque j'ai dit que je partageais effectivement cette vision, mais que la différence qui peut se faire entre nous, c'est que
Moi, je parle de choses qui sont techniquement argumentées. Voilà. Bah, moi, je parle de choses que je connais. Non, je suis monsieur, chef d'entreprise avec 25 employés Et sur moi une aussi. entreprise. Et Oui, je sauf que conseille moi, les j'ai. entreprises. Non, oui, sauf Je que vais l'entreprise prendre faisait monsieur 10 personnes, elle en Comivic fait 25 aujourd'hui. Dans le stylo commence à se fatiguer. Oui. Oui, effectivement, bon, personnellement, c'est pas que je commence à être fatigué, mais je crois que si les médias ont la décence d'inviter tous les candidats, je crois que les tours de table doivent être plus ou moins équitables, de façon à ce que les candidats ou bien puissent exprimer ou bien puissent revenir au moins la prochaine fois. Donc, Vous avez la parole. je tiens à faire cette petite remarque. Merci. Merci. Et concernant la fiscalité, tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a un peu titillé dans la position de Monsieur Julmier qui l'a assumé tout à l'heure. Ça, je le critique pas. Quand on estime qu'il faut réduire l'effectif dans la fonction publique, moi, je crois qu'il ne s'agit pas de 500 réduire. 000, 500 000 fonctionnaires. Oui, 500 000 fonctionnaires. oui. Bon, C'était tout à l'heure, laissez-moi en placer la une. proposition de Merci. M. Fillon. Il ne s'agit pas. Non, mais c'est juste pour préciser, quoi. Il ne s'agit pas. On écoute monsieur Comivic. Voilà, Oui. nous n'allons pas présenter cette scène à nos populations, s'il vous plaît, merci. Il ne s'agit pas de réduire l'effectif dans la fonction publique, mais je crois qu'il faut revoir le train de vie du pouvoir public. C'est-à-dire que on peut beau réduire 300 000, 500 000 l'effectif de la fonction publique, s'il y a certaines hémorragies financières au niveau du pouvoir public, c'est-à-dire au niveau des représentants de l'État ou bien au niveau de nos collectivités, je crois que là se posent de réels problèmes. Parce que quand on réduit l'effectif dans la fonction publique, les catégories B et les catégories C, et un peu moins les catégories A, si vous faites une somme purement mathématique, vous n'arrivez pas à combler la gabegie, comme l'a dit tout à l'heure madame, ou bien cette hémorragie financière que créent quand même certains trains de vie faramineux que personne n'en parle. Donc je veux parler par exemple les affaires qui ont déjà explosé de par le passé, Oui. mais je veux parler, malheureusement, il y a notre collègue qui est déjà parti, de l'affaire Ferrand et puis de tout ça. Donc je crois qu'il faut serrer tout ça avant de vouloir taper sur les pauvres populations. Ah. Ça ne sert à rien. Alors, Franck Vézilier. moi, je voulais revenir un peu sur être terre à terre et élu de terrain. Parce que là, on entend des choses qui sont quand même assez aberrantes. Et c'est qu'est-ce que les gens veulent exactement et qu'est-ce qu'on entend au niveau des impôts, au niveau des charges. Les impôts, si les chefs d'entreprise, quand vous voyez les chefs d'entreprise, ils vous disent, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne change plus rien et qu'on ne change pas tout le temps. Parce qu'on change tout le temps et les chefs d'entreprise, tous les jours, ils ont des nouvelles lois, des nouveaux trucs, des nouveaux machins, et ils passent du temps administratif et ils passent pas du temps à faire du commercial et à aller chercher des affaires. Après, quand on parle de services publics, vous savez que la loi NOTRe, des super agglomérations, va faire qu'on va avoir la disparition de villes et villages. Un village ou une ville, par exemple de 3000 habitants, les habitants décident de payer autant d'impôts et on a 3 personnes au service technique et ça tourne. Là, on va nous obliger à rejoindre des communautés d'agglomération, à avoir des strates, à avoir des choses, et on va avoir des taxes intercommunales qui font que nous, au niveau de sur certaines villes et certains villages, on va avoir une explosion de nos impôts locaux. Pourquoi et pour quel service en plus? Je me le demande sincèrement. Si c'est pour faire la beauté des grandes villes et que les villages puissent payer, c'est non. Si les quartiers nord doivent payer aussi pour les autres, c'est non. Alors là, il y a aussi la démocratie et la démocratie de proximité, c'est-à-dire que quand vous avez 30 000 euros, par exemple, pour un quartier, nous, c'est ce qu'on fait. On réunit les gens, on leur dit, voilà, il y a des lois, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, on a autant d'argent. Est-ce que vous voulez mettre plus d'argent, moins d'argent? On met autant d'argent, ok, là, voilà. Là, c'est de la participation et c'est participatif. Parce que quand vous avez quelqu'un dans un bureau qui décide que finalement, on va mettre les taxes intercommunales à 7 points au lieu de 5 points, puis que nous, on va avoir des augmentations d'impôts, et que finalement, les services, on ne sait pas ce qu'on aura derrière, parce qu'en plus, maintenant, quand vous voulez faire votre carte d'identité, il faut aller à Melun ou à Fontainebleau. Donc les personnes âgées, c'est du service en moins pour elles. Parce qu'une personne âgée qui est dans un village ou dans une ville, maintenant, elle n'a plus de service de proximité. Et vous tuez le commerce local, vous tuez tout ça, et c'est là, nous, nos habitants nous disent, nous, voilà, moi, je veux faire ma carte d'identité, je veux avoir encore un lien avec ma ville et mon village. Moi, je veux avoir du service, je veux voir mon maire, parce que, voilà, là, on va avoir des élus qui vont être, vous voyez, déconnectés de la réalité complètement.
Voilà, donc il nous reste un peu de temps. Oui, je juste voudrais- peut-être vous tendre la perche. Vous avez évoqué la question du Tézen qui ne répondrait pas, mais il me semblait que faire venir le Tézen à Melun, c'est participer à l'attractivité du territoire, redynamiser le commerce. Qu'est-ce qui différencie votre approche de vous, Dominique Bonville, de SECO, sur le Tézen, par exemple de Nathalie Bonne-Sérénie? Est-ce que l'arrivée du Tézen est quelque chose qu'il faut repousser, n'est pas accepté? Je sais qu'il y a eu quelques levées de boucliers. Alors voilà, on est dans de la politique locale, mais ceci Oui. dit, je vais vous répondre. Mais je voudrais d'abord quand même répondre à ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur Julmier. Il est faux de dire que l'État dépense davantage qu'il ne dépensait avant, puisque l'État a même diminué considérablement ses dépenses. C'est-à-dire que les dépenses publiques ont baissé ces 20 dernières années. Les dépenses publiques ont baissé de 2 points de PIB. Hein. Les dépenses publiques ont baissé de 2 points de PIB. Mais ce qui a baissé aussi, ce sont les recettes. Et qu'est-ce qui a baissé parmi les recettes? C'est justement la fiscalité sur les ménages les plus aisés et la fiscalité sur les entreprises. Parce que ce que dit M. Julmier n'est pas juste, et d'ailleurs Mme Nathalie Bonne-Sérénie l'a rappelé, c'est-à-dire que toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Les grandes entreprises, les grandes multinationales peuvent payer moins de 6% d'impôts, hein, à travers des mécanismes qui leur permettent justement d'évader une partie d'abord de ces impôts et ensuite de bénéficier de ristournes fiscales. On sait aussi que le CICE, hein, cher à M. Macron, puisque c'est lui qui l'a mis en œuvre. Il faut quand même rappeler que M. Macron a un bilan désastreux d'un point de vue social et économique, en tout cas qu'il a augmenté la dette de l'État, qu'il a augmenté les difficultés de nos concitoyens. Je regrette que Mme Luquet soit partie, parce qu'elle aurait pu leur répondre là-dessus. En tout cas, les administrations, en 20 ans, ont diminué leurs dépenses de 5,3 milliards. Hein. Donc il est faux de dire que l'État dépense beaucoup d'argent, au contraire. Par contre, ça nous coûte très cher d'entretenir ce système capitaliste. Ça coûte très cher d'entretenir ce système effectivement austéritaire. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, hein, et c'est-à-dire à la nécessité que nous avons d'investir dans nos territoires. Pour investir dans nos territoires, il faut pouvoir effectivement sortir des traités budgétaires européens qui aujourd'hui nous imposent ces politiques d'austérité. Denis Julemier, avant Oui, de... je voudrais juste quand même rappeler que en tant que chef d'entreprise, je sais quand même à peu près ce que je paye en impôts sur les sociétés. Donc quand je dis 33%, je sais, je connais la réalité, donc permettez-moi de le dire. Je ne suis pas une multinationale, donc peut-être que Mme Ball ne conseille que les multinationales, peut-être. Les petites et Mais moyennes moi, entreprises je ne suis pas une paient bien multinationale davantage. et je paye en effet les 33%. Effectivement, les Et c'est petites tout le et problème moyennes que nous avons avec entreprises l'Allemagne, paient parce qu'il faut bien justement que davantage. nos PME, nos artisans retrouvent de la compétitivité, et ça passera par une politique fiscale différente que celle que nous avons aujourd'hui. J'entends bien que Mme Ball ne veut pas changer cela, et donc elle est plus n'ai sur le jamais registre dit ça. des multinationales, mais c'est un choix. C'est un choix. Je préférerais que mes propos que ne soient pas... Ils ne sont pas déformés. ne soient pas déformés. Les auditeurs sont capables de prendre en considération. Quant à M. Vézilier, qui nous fait toute une leçon depuis tout à l'heure, que sous prétexte qu'il n'a aucune responsabilité, aucune fonction dans le domaine local, et qu'il est un habitant parmi tant d'autres et qui sait tout et à la place des autres, je voudrais juste quand même remettre à un moment donné d'arrêter de faire aussi toujours cette accusation permanente que les Alors, politiques ne font rien, que les politiques... Je vous signale quand échouent même dans que tout. je suis adjoint c'est au maire un de petit peu le Perpignan-Gâtinais. Oui, je sais. Non, mais voilà. Quand Non, mais parce que c'est un peu dans le c'est discours méprisable que vous- parce que Non, c'est vous vous qui êtes êtes en train de méprisable. mépriser C'est vous qui les êtes petits méprisable. élus. Non. Vous êtes en train de mépriser. Il n'y a pas de Vous petits dites, je suis élus. un Il n'y citoyen a pas comme de un petits autre. élus, monsieur. Effectivement, Il y a pas je de petits. suis un citoyen Il y a des comme un élus, autre. point barre. Mais vous êtes en train de mépriser tous les élus locaux Non, là justement. devant nous J'en fais en disant partie. non, Je mais suis vous un dites élu M. local. Vézilier n'a Terminé, aucune Denis responsabilité. Julemier. C'est On que laisse parce que terminer, monsieur c'est dans le Julemier. discours, dans Vous la dites, façon oui, dont que vous je n'ai exprimez, aucune responsabilité. vous vous adressez justement. J'ai la responsabilité de mon village. Vous allez dans notre village, vous allez voir ce que j'en pense. Et bien, Et donc, voilà, c'est tout. considérer les On autres laisse élus, terminer. Oui. l'élu que je suis comme les autres, que nous avons tous des responsabilités, mais dans votre discours depuis tout à l'heure, vous laissez entendre que vous êtes différent des autres et que vous avez face à vous des élus, comme si on n'était que des professionnels de la politique, ce qui n'est pas mon cas. Quand non, on je ne est suis pas un conseiller, quand professionnel on de la est politique. conseiller Si, général, qu'on a si, été maire, si. vous faites partie d'un Dites- groupe aussi national qui sont les Républicains. Voilà, Et alors vous êtes partie d'un groupe, donc vous Mais validez les options de ce groupe, les options de Mais ça M. n'a Fillon. rien à voir. L'appartenance Vous avez soutenu M. l'appartenance à Fillon. une Ah bah famille si. politique Ah n'a bah rien si. à voir avec la Ah bah fonction oui. Non, mais d'élu. la fonction Je suis d'élu. en effet conseiller Voilà. départemental, Voilà. On laisse très, terminer, et Denis très Julemier. fier de mener une politique Et quand on a des problèmes départementale. dans les villages, sur nos terres agricoles, on voit qui? Personne.
Voilà, monsieur, Bah, on est excusez-moi, seul. Voilà. excusez-moi, mais Régulièrement. les Melunais savent et les habitants de mon canton, du canton de Melun, savent que je suis en permanence sur le terrain. Les commerçants, je ne suis pas votre député aujourd'hui, monsieur Vézillier. Je le serai peut-être le 18 juin, certainement, mais je ne le suis pas aujourd'hui. Merci. Donc moi, je vous parle. Non, Oui. je termine. Oui. Je suis sur le terrain et les gens, les habitants du canton savent que je suis un élu permanent. J'agis au sein de l'Office public d'HLM. Je préside tous les 15 jours la commission d'attribution du logement social. Je sais de quoi je parle quand je parle de logement. Et là, ça je fait suis trop de président mandats, de Seine-et-Marne ça fait Développement. plusieurs Je sais mandats. de quoi je C'est- parle quand je c'est suis pas les sérieux. entreprises. Non, mais c'est pour vous dire que Non, les élus. ça fait trop de mandats, désolé. Non, c'est pas des mandats. Oui. Ce sont des missions au sein d'une Non, fonction. désolé, vous avez Non, trop mais de si. responsabilités Je et n'ai ça pas trop de étonne. responsabilités. Et ça étonne Non. nos populations de savoir comment quelqu'un qui veut devenir député puisse déjà engranger plusieurs casquettes et aura le temps C'est de pas s'occuper plusieurs de la casquettes. population. Non, Monsieur Denis, je pense que les administrés sont contents d'avoir des élus, au contraire, qui sont en charge d'un certain nombre de fonctions, qui font bouger mais il ne les faut choses, pas en qui rajouter font plus, avancer sinon les choses. on n'a pas le temps. Merci. On va essayer. Je remercie Nicolas Alix de nous avoir rejoints. Il n'a pas eu le temps de parler. Peut-être ça nous permettra de passer Il au remplace sujet Madame suivant. Voilà. Juste une chose. Voilà. Joseph, je voulais Oui. juste, parce que, Oui. bon, on a bien compris maintenant tous ici que M. Jules Lemier a une entreprise qui est imposée à 33%. Et par contre, il n'a peut-être pas écouté jusqu'au bout ce que j'avais dit. Et je n'ai pas dit que je voulais laisser les choses telles qu'elles étaient, puisque j'ai même dit que je partageais la vision de François Fillon d'avoir à réformer les choses. La seule chose que je voulais dire, c'est que quand on parle technique, il faut maîtriser le sujet technique. C'est tout. Merci. Alors, justement, notre circonscription, je vous l'ai dit, c'est 23 communes. Ça part des zones urbaines aux zones rurales. Donc, on part de communes de 2000 habitants à des communes de plus de 20 000 habitants. Oui. Alors, la question, j'aurais voulu quand même qu'on parle de ce blues de nos quartiers aussi. Ce quartier qui sont en voie de ghettoisation et qui sont tentés par le repli communautaire. Je vous signale, puisque vous avez évoqué la question de la sécurité, après les derniers événements de terrorisme qui ont touché le quartier de Mézereau, le quartier de l'Allemand, ont été quand même des quartiers où on a recensé quelques jeunes radicalisés. Et est-ce que aujourd'hui, il n'est pas temps, en tout cas dans votre démarche, d'évoquer cette question de mixité, notamment à l'heure où on parle de la rénovation urbaine sur nos quartiers. Qui prend la parole en premier? Oui, M. Kobevi? Oui, moi je pense tout à fait que le problème, bon, c'est pas, je suis pas en train de fustiger qui que ce soit, mais il faut quand même faire un tout petit peu l'historique avant de vouloir trouver de nouvelles solutions. Je trouve quand même que la situation actuelle, les autorités ou bien le pouvoir public ou bien la majorité actuelle, que ce soit locale et autres, sont quand même comptables de la ghettoisation de nos cités. Malheureusement, il faut le dire. C'est pas une histoire de droite, c'est pas une histoire de gauche, mais ceux qui ont déjà succédé à des responsabilités, ils sont quand même comptables de tout ça. Je vous le dis assez clairement. Bon, vous n'avez pas quand même besoin de plusieurs preuves pour savoir que, bon, certains parmi nous ici, pour ne pas dire ma personne, à moi, nous venons quand même des coins un peu compliqué, et pourtant cela ne m'a pas empêché de servir ce pays pendant 10 ans. J'ai servi sous le drapeau de la France et j'ai jamais eu aucun problème de ce type. Je sais ce que c'est, et d'ailleurs le slogan de ma candidature, c'est la France plutôt qu'un parti politique. La plupart de ceux qui ont déjà échoué, ceux qui ont déjà proposé des solutions dans ces cités, dans ces milieux, qu'est-ce qu'ils proposent au fait? C'est soit la marginalisation, la sectarisation ou bien le communautarisme. Non, nous sommes contre le communautarisme. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Donc si vous avez fabriqué pendant des décennies, ou bien si quels qu'en soient les partis, les responsables de politique ont fabriqué pendant des décennies des citoyens à plusieurs vitesses, à plusieurs niveaux, ben, c'est quand même très dommage qu'après on se pose la question pourquoi il y a la ghettoisation qui avance. Parce que le problème dans ces milieux qui deviennent petit à petit des ghettos, c'est quoi? C'est simplement le fait que le plus offrant ou bien le chanteur devant qui vient après, il vous dit puisque l'État vous a laissé dans des appartements ou bien dans des logements insalubres, puisque l'État vous a regroupé ou bien vous a ensardiné dans des boîtes
bon, pendant tel ou temps. Mais moi, je vous propose de vous construire telle association, et l'État, parfois, ne se fie pas de savoir quel est le fond des financements de ces structures. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très, très, très dangereux. Donc, je suppose quand même qu'il est temps de ne pas, d'un seul côté, avoir que des HLM, c'est-à-dire que des habitations sociales, et d'un côté, que des pavillons, ou bien il y a certaines localités, quand vous rentrez, c'est frappant. Vous positionnez, par exemple, au niveau des gares, vous tournez à votre gauche, bon, et vous tournez d'un côté, vous voyez que des pavillons, qu'un quartier chic. L'autre côté, il y a des buildings un peu pourris. Donc, si nous voulons éviter la ghettoisation, nous devons d'abord s'attaquer aux racines de nos problèmes. Et c'est ce que nous proposons, par exemple, de travailler avec certains partenaires privés, c'est-à-dire du logement, de façon, à réduire le temps d'attente sur les listes des demandes de logement pour permettre à qui que ce soit de pouvoir accéder au logement, et aussi d'assouplir les conditions d'accès à ces logements, parce que si on demande à quelqu'un, vous allez demander un logement quelque part, ou vous demandez un CDI, un ceci, un cela, un cela, alors que l'individu de base, il a galéré pour trouver un bout de CDD, là, déjà, ils se sentent exclus. Déjà, il y a beaucoup de tout ça. Merci, Donc, nous proposons plusieurs de ces solutions. Nicolas Alix, vous n'avez pas encore pris la parole. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Et tout d'abord, toutes mes excuses pour mon arrivée tardive. C'est un petit grief que j'avais déjà à vous faire d'entrée, c'est qu'effectivement, j'ai entendu ça déjà à l'instant, nous ne sommes pas tous des professionnels de la politique et parfois les contraintes des uns des autres peuvent amener à devoir rendre des comptes à son employeur, ce qui était mon cas aujourd'hui, je ne pouvais pas être là parmi vous plus tôt, je m'en excuse à nouveau. Et un tout petit point liminaire également, et mon cher Joseph, vous ne m'en voudrez pas, oui. Je trouve ce format de débat très sympathique, mais un peu curieux, d'avoir détaché deux séries de candidats qui peuvent être considérés comme de classes différentes. Voilà, je voulais juste souligner le fait qu'on doit tous être sur un pied d'égalité, quelle que soit l'origine politique ou le poids réel ou fantasmé qu'on peut avoir les uns et les autres. Normalement, moi j'aurais souhaité qu'on soit tous réunis sur un pied d'égalité, étant tous sur un pied d'égalité face aux électeurs. J'en viens aux propos qui nous réunit, en tout cas au thème que vous avez mis sur la table. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit par mon voisin, surtout sur un premier point, c'est le fait que nous sommes tous comptables de cette situation dans ces quartiers difficiles. Vous avez certainement parlé d'autres sujets. Je ne voudrais pas qu'on focalise uniquement sur la question des quartiers populaires, parce que notre circonscription, qui est une petite France, est diverse entre terres rurales, villages de caractère et centres très urbains. Mais ces quartiers-là, effectivement, nécessitent d'avoir un regard extrêmement pointu, une volonté politique extrêmement forte pour essayer de casser cette situation qui, malheureusement, dans certains secteurs, s'entérine. Alors, comment essayer de lutter contre ce qui se passe, à nos yeux en tout cas, et qu'est-ce que nous avons, nous, proposé en la matière? Il y a plusieurs champs sur le sujet, parce qu'effectivement, des opérations ont été menées de rénovation urbaine importantes à Damary-les-Lys, à Melun, même au Mets-sur-Seine, qui fait partie de la circonscription, mais qui est connecté à notre territoire, à notre bassin de vie. Mais quand on change les murs sans changer les idées, sans changer les têtes et l'image de ces quartiers, on n'a qu'en partie rempli la mission qui doit être la nôtre en tant que responsable politique. Car on ne peut pas nier que aérer un quartier, modifier son architecture, ses infrastructures, ne peut qu'être positif pour les gens qui y vivent. Mais si l'image reste la même pour l'extérieur, ce quartier va rester toujours dans une forme d'entre-soi. Je m'explique, j'en parlais encore hier soir, sur Damary-les-Lys, une ville que je connais bien puisque je suis élu là-bas, on a des tours où les bailleurs n'arrivent pas à faire venir d'autres publics que des familles extrêmement précarisées. Parce que quand ils ouvrent le champ des recherches, les gens refusent purement et simplement de mettre les pieds dans ces quartiers-là, parce que l'image en est extrêmement dégradée. Et cette problématique, on la rencontre aussi au niveau de l'éducation, on la rencontre aussi au niveau de l'emploi, bien sûr. Donc c'est sur ces différents champs-là qu'il faut travailler, bien sûr. L'emploi et l'insertion, il y a des choses à mettre en place pour que les jeunes, parce que c'est aussi ça, par l'émancipation professionnelle, que les jeunes vont pouvoir aussi casser cette image-là et se valoriser aux yeux de la société et jouer pleinement leur rôle.
On a des pépites absolument formidables dans nos quartiers, dans les quartiers nord, dans la plaine du Lys. On les côtoie, je suppose, les uns les autres très régulièrement. Ce sont des gens absolument formidables à qui on ne tend pas forcément la main, à qui on ne donne pas les moyens de s'intégrer pleinement dans la vie de la cité. Il faut casser cette image-là. Pour moi, c'est une priorité. Ça passe, je le dis, par l'emploi, par l'insertion, par des clauses sociales par exemple, par une adaptabilité des PME, PMI, artisans locaux pour embaucher plus facilement des jeunes issus de ces quartiers et leur permettre de s'émanciper, par le sport, par la culture, du sport en accès libre. Moi je constate tous les jours que dans la plaine du Lys, où il y avait des terrains de tennis en accès libre, des tables de ping-pong, des terrains de foot, il n'y a plus un seul équipement sportif en accès libre. Pour moi, voilà, on n'est pas uniquement sur ces champs-là, mais c'est important pour notre jeunesse de pouvoir s'exprimer librement, accéder à la culture librement. Et puis, sur l'éducation, un point extrêmement important à nos yeux, qu'on a vraiment souhaité mettre en avant dans notre projet et qu'on portera avec la plus grande force à l'Assemblée nationale. L'éducation, il faut absolument casser ces ghettos-là. Il y a un vrai scandale de ne pas avoir une réelle égalité des chances face à l'éducation, face à l'apprentissage. Et sur nos territoires, il n'y a pas d'égalité des chances. Certains établissements du secondaire comme du primaire n'offrent pas les mêmes chances à chacun. Je pense notamment sur la ville de Melun. Je ne veux pas stigmatiser, mais c'est vrai qu'il y a des établissements, on en a fait le constat en réunion publique, les enfants qui vont là-bas n'ont pas les mêmes chances que dans d'autres secteurs publics, s'entend. Hein. Je ne parle pas du privé, je parle du public. Attention de ne pas stigmatiser quand même tout, parce que vous avez aussi dans les zones rurales, comme absolument, nous, monsieur. Vous avez 36 élèves par classe. Absolument. Non, mais je ne stigmatise pas. On est sur le sujet des quartiers, mais je pense que la problématique est la même. Je l'ai dit en entrée. Je l'ai dit en entrée de propos. Je ne voudrais pas qu'on reste focalisé sur les quartiers populaires. Je sais que les problématiques de paupérisation se posent également dans le rural. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et faire en sorte que les mentalités surtout évoluent et que les regards changent sur ces quartiers-là, c'est une clé aussi pour permettre une déghettoisation et de ne pas tomber dans ce qu'on disait tout à l'heure, un communautarisme qui peut, à la fin, aller vers une radicalisation et des phénomènes sectaires qu'on connaît. Voilà. Nathalie. Oui, moi je partage le constat que Nicolas Alix fait. Et moi je vais même plus loin, je dirais, parce que je suis dans les conseils d'administration des collèges auxquels vous faites allusion. Et il y a un travail considérable qui est fait par les équipes pédagogiques, mais il faut aller plus loin, il faut aller plus tôt. Je parlais tout à l'heure d'une réforme de l'éducation au niveau de l'apprentissage. Merci de me donner la possibilité d'aller plus loin. Je pense que c'est dès la maternelle qu'il faut modifier les conditions d'accès pour que les enfants qui arrivent en primaire arrivent à un même niveau d'éducation, d'évolution et retrouvent les chances ensemble d'évolution de leur première étape de scolarité. Et il faut quand même constater une chose, c'est que c'est une volonté qui est une volonté locale de donner l'accès à ces très jeunes à l'éducation et à des bonnes conditions d'accès. Vous avez à Damary-des-Lys des écoles maternelles qui sont de très grande qualité et qui proposent donc aux enfants très tôt un environnement qui est favorable à leur épanouissement. Il y a, il faut le dire malheureusement, sur Melun, quelques écoles qui sont dans un état de délabrement absolument... oui, j'allais dire insoutenable. Vous voyez, j'allais plus loin que vous. Bon. Ça veut dire qu'il y a une volonté locale qui n'est pas du ressort du député, mais que le député doit pouvoir accompagner. Et je sais que vous souhaitiez que nous parlions éventuellement de la réserve parlementaire, réserve parlementaire oui. que le gouvernement Macron souhaite supprimer. Je pense que c'est au contraire une mesure qui peut être très intéressante parce qu'elle est la seule mesure réactive qui peut permettre à des personnes qui ont l'envie, qui ont des initiatives, de pouvoir les mettre en action sans passer par un circuit administratif qui va forcément leur faire perdre 1 année, 2 années, et puis peut-être même ne pas aboutir. Par contre, pour aller sur ce sujet de la réserve parlementaire, qui est, on le sait, décriée, je pense que la solution concrète à trouver, c'est que l'utilisation de cette réserve parlementaire soit transparente. Merci.
Bénédicte. Oui, je voudrais répondre à la question que vous avez posée, Joseph, parce que on s'en éloigne un peu là. La question que vous avez posée, c'est-à-dire cette question des quartiers populaires et des difficultés que rencontrent les habitants de ces quartiers populaires. Alors ces difficultés, elles sont doubles, hein. C'est-à-dire qu'en effet, ces habitants souffrent de davantage de chômage qu'ailleurs, hein, et donc il faut une réponse sociale aux difficultés que traversent ces quartiers populaires. Et cette réponse sociale, encore une fois, elle est liée à nos politiques économiques. Donc il ne faut pas se leurrer. Tant qu'on ne changera pas de modèle économique, notre modèle économique produit des chômeurs. Il produit ce qu'on appelle des surnuméraires, des gens qui effectivement ne trouvent plus à s'employer, ne trouvent plus à s'intégrer à travers le travail. Pourquoi ? Parce qu'on partage mal le travail. Parce qu'on sait très bien qu'on a besoin de moins de travail aujourd'hui pour produire les biens et les services qui nous servent, hein, et que donc il faut partager davantage le travail. Intégrer l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens au travail est une nécessité vitale. Mais pour ça, encore une fois, il faut revoir ces politiques d'austérité. Parce que ces politiques d'austérité, c'est elles qui ont conduit, sous le quinquennat Sarkozy de 2007 à 2012, à supprimer 150 000 fonctionnaires. Et ces fonctionnaires, on les a supprimés où ? On les a supprimés dans la police d'abord, et on les a supprimés dans l'école ensuite. Alors quand on parle des deux pans qui garantissent la sécurité de nos concitoyens, qui sont à la fois la prévention, hein, et ensuite, effectivement, la répression aux besoins. Eh bien, de ces deux côtés-là, les politiques d'austérité pèsent considérablement sur la sécurité. Donc, mener une politique de sécurité, c'est mener une politique sociale cohérente qui permette d'une part de donner du travail à tout le monde, mais c'est aussi faire en sorte qu'il y ait plus de pauvres dans notre pays. Qu'est-ce que propose, par exemple, l'Avenir en commun ? Eh bien, de revaloriser le SMIC, d'accorder une allocation aux étudiants pendant 3 ans, hein, une allocation d'au moins 800 € sous condition de ressources, évidemment. Et revenons à l'école. Combien l'État dépense aujourd'hui à financer l'école privée ? Nathalie Pécresse vient de rétablir les aides non obligatoires. Valérie Pécresse vient... Oh, lapsus, voilà. Valérie Pécresse vient de rétablir les aides non obligatoires à l'école privée. Elle n'en avait pas besoin. Pourquoi faire ? Pourquoi l'a-t-elle fait ? Et à qui elle supprime de l'argent ? À l'école publique. On déshabille l'école publique pour donner davantage d'argent à l'école privée. Quel est ce projet politique qui consiste à donner davantage d'argent à ceux qui ont déjà, en prenant à ceux qui ont moins ? Non, vous entendez. 2 dernières interventions, Franck et Denis Julémier. Vas-y, Denis. Oui, je vais être très court. Juste, je voudrais quand même déjà aussi donner une précision sur la réserve parlementaire, une précision technique pour le coup également. C'est que la réserve parlementaire, elle est aujourd'hui transparente. C'est pas le député qui sort son chéquier et qui fait les chèques. C'est fait directement par l'Assemblée nationale, c'est contrôlé, c'est publié, donc c'est consultable. Donc il y a une transparence totale sur le sujet, contrairement à ce qui a été dit. Sur les questions, je ne vais pas être très très long, je partage un certain nombre de points de vue autour de la table. Bien évidemment, il y a les questions de sécurité qui sont les préalables dans ces quartiers, les questions d'éducation, bien évidemment, les questions d'emploi. On a sur le territoire de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine plus de 4000 RSA. On a malheureusement le triste palmarès départemental. Donc on voit bien qu'à un moment donné, la fragilité de nos populations et la difficulté par rapport à ça. Donc si on n'a pas, en plus dans ces quartiers, la sécurité qui est assurée, on voit bien sur les quartiers de Montaigu, et je rejoins ce que disaient tout à l'heure mes voisins, on voit sur des logements, en effet, dans le quartier de Montaigu, on sait qu'il y a là les plus grandes difficultés de sécurité. Le trafic de drogue qui est vu par tout le monde à longueur de journée depuis des années, sur lesquels il n'y a pas de réponse là-dessus jusqu'à maintenant politique forte. Moi j'avais souhaité notamment, et ça fera, si je suis député, je demanderai d'ailleurs au ministre de l'Intérieur que ça soit classé en zone de sécurité prioritaire, ce qu'elle n'a pas voulu, et Manuel Valls lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, contrairement à d'autres secteurs comme celui d'Evry, qui aurait permis certainement mettre des moyens supplémentaires sur ce territoire, sur ce quartier, et mettre fin à ce trafic de drogue qui pollue toute l'activité du quartier. Nous avons en effet, quand il y a des logements vides, des demandes avec jusqu'à 15-16 refus sur ces quartiers. Donc, de la part des demandeurs. De la part des demandeurs. Quand on propose dans la liste des attributions des demandes de logements sociaux, lorsque les gens demandent à avoir un logement sur la commune de Melun et qu'on leur propose un logement sur ces quartiers-là, il y a jusqu'à 15 refus. Il y a une grande difficulté. Donc ceux qui accèdent finalement et qui acceptent sont ceux qui sont vraiment dans des positions très délicates, notamment des jeunes migrants, etc. Je voulais juste aussi appuyer sur un sujet parce qu'il y a quand même quelque chose à Melun qu'il ne faut pas toujours voir le côté négatif des choses aussi. Il y a un dispositif qui avait été notamment soutenu, lancé par Yves Gégaud sur la Seine-et-Marne, qui est l'école de la deuxième chance. Que le département finance par contre, contrairement à ce que M. Eblé n'avait jamais voulu faire.
Jamais fait. Attention, jamais il n'y a, voulu faire. a pas que la ville de Non, Melun si dans la vous- première circo. Il Je n'y a vais pas que la terminer. ville de Melun. Oui, Il reste mais tout l'école un de la temps. deuxième chance sur ces jeunes Il qui n'y a sont pas à un que la moment ville de donné, Melun. si vous Désolé, permettez, mais- l'école de la deuxième chance ne sert pas simplement les enfants de Melun. Simplement, elle est basée aujourd'hui à Melun. Elle est accompagnée par la ville de Melun. Elle l'est aujourd'hui par le département de Seine-et-Marne, contrairement à ce que a toujours refusé Monsieur Eblé. Et c'est un très bon dispositif parce que il redonne la possibilité à des jeunes, souvent issus justement de ces quartiers, des jeunes très fragiles, qui sont perdus, qui ont été en échec scolaire. Mais parce qu'on qui les a n'ont pas accès à oubliés, l'emploi, parce qu'on les a que oubliés. Certainement qu'on les a oubliés, mais ce oui, dispositif, par qui les a ce oubliés, dispositif monsieur aujourd'hui permet à ces Après- jeunes de retrouver à 80% un emploi. Non, Donc Merci. ce sont des après, dispositifs après, que nous devons ne vous appuyer plaignez et pas développer. après qu'ils se radicalisent. Après, ne vous plaignez pas après qu'ils deviennent des bombes ambulantes. Merci. Par qui monsieur les a Kameli. oubliés? On termine C'est ça avec le Franck problème. Bézilier avant C'est un la question dernier qu'il faut tour se poser. Pour terminer. Alors, oui. moi, je vais aller vite un peu sur ce sujet. C'est vrai qu'on parle que de Melun. La circonscription, c'est pas que Melun. Il y a des quartiers aussi difficiles à Ponthierry. Il y a des quartiers difficiles du côté de d'Orgenois. Il y a des quartiers difficiles un peu partout. Même nous, dans nos villages, on a des quartiers difficiles. Celui qui connaît les Sablons, les gens sont en difficulté dans les Sablons à Pertan-Gâtinais. C'est pas le village bourgeois comme on le laisse entendre parler pour certains. Concernant la réserve parlementaire, quand elle est transparente, c'est intéressant parce que nous, on a une école, on doit la payer, ça nous coûte cher. Et avec la réserve parlementaire, on a fait la demande, on a du mobilier scolaire qui va être payé. Donc il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Et quand c'est bien indiqué, bien fait, c'est assez intéressant. Concernant les quartiers difficiles, moi j'ai grandi dans des quartiers difficiles, donc je peux vous en parler. C'est les quartiers miniers du Nord, donc c'est avec une population qui arrive de partout. Et il n'y avait pas de problème avant. Il n'y avait pas de problème parce qu'on savait intégrer les gens. Et parce que quand vous ne connaissez pas l'autre, vous en avez peur. Et quand vous avez peur de l'autre, vous le mettez dans des quartiers, vous créez du communautarisme. Franck, il faut plutôt dire quand vous refusez de connaître l'autre, Voilà. vous en avez peur. Et ça, c'est ça le c'est problème. la politique qui est faite depuis des années et des années et des années. On a fait venir des gens, on a spolié l'Afrique de leur élite, bien souvent au niveau médical et tout ça, j'en connais une partie. Pour ça que vous verrez que moi je suis pro pour la francophonie, parce que je pense que c'est un éclatement pour notre pays qui va être énorme. 500 millions de personnes en 2050 qui parleront français au monde, 8%, c'est énorme. On a des pépites dans ces quartiers. On a des gens qui travaillent avec l'Afrique. Moi, j'ai plein de copains qui sont en export et qui connaissent bien leur pays, qui connaissent les cultures. Et on ne les utilise pas, ces gens-là. On ne les utilise pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent ensemble, ils font du communautarisme. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. À partir de là, on parle d'argent. On disait, oui, mais il y a eu les réductions, il y a eu les ZEP. Les ZEP, on a donné de l'argent. On a donné, mon épouse est enseignante en ZEP, on a plus d'argent qu'ailleurs. Et il n'y a pas de succès. Pourquoi ? Parce qu'on laisse toujours les gens. C'est le communautarisme qui amène ça, et aussi parce qu'on se ferme les yeux par rapport à ça. Alors, tant qu'on ne changera pas notre système d'intégration en France, tant qu'on n'aura pas une vision globale, on aura toujours le même problème. Vous pourrez mettre de l'argent, ou moins d'argent, ou pas d'argent, ou plus de sécurité, et mettre les gens en prison, etc. Mais on aura toujours le même problème. Il faut vraiment une vision globale, nationale, et ça, c'est qu'à l'Assemblée nationale où on peut l'avoir et travailler avec le gouvernement. Et c'est là que on va terminer. Un dernier tour de table. Excusez-moi, M. Koumidi, parce qu'il faut respecter un peu le timing. Un dernier tour de table. Pourquoi on doit voter pour chacun d'entre vous? Voilà, donc on va... Nicolas Alix, vous êtes arrivé en retard. On va commencer par vous, au moins comme ça, vous pourrez vous rattraper. Ce n'est pas une punition, moi, j'espère. Non, mais aucun problème. Je vais y répondre simplement en rebondissant sur ce qui vient d'être dit, parce que effectivement, d'ici au grand soir que Bénédicte Monville de Checo appelle de ses vœux, il va falloir intervenir de manière beaucoup plus concrète. Elle a fait des propositions, bien sûr, à l'instant. On en a aussi beaucoup. Pourquoi faut-il voter pour nous ? Déjà parce que il est des projets qu'on n'a pas envie de voir mis sur la table. Je suis un peu surpris que Mme Luquet soit pas présente pour répondre à vos questions ce soir. Elle est peut-être partie un peu avant. Moi, je suis arrivé un peu après. Je lui ferai pas ce mauvais procès. Mais quand on promet 120 000 fonctionnaires de moins, ou comme le projet défendu
par M. Jumier pour la présidentielle jusqu'à 500 000, on a du mal à comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir faire connecter. Écoute, je me répète après toi. C'est très gentil de respecter Bénédicte les choses. 2 minutes. Écoute, 2 minutes. Tant mieux. Nous avons une communauté d'esprit, c'est parfait. 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes. Donc Oui. pourquoi voter pour le ticket que je reprendrai avec Fatima Aberkan-Joudani, que je remercie d'être à mes côtés, parce que nous sommes un vrai binôme et nous continuerons à l'être au lendemain du deuxième tour de l'élection, à travailler de cette manière-là, de manière collaborative et ensemble, de manière concertée. Pourquoi voter pour nos couleurs? Parce qu'on sait d'où on vient, parce qu'on met nos pas dans les grandes figures historiques de la gauche, qui ont fondé le Parti socialiste, qui ont permis des grandes mesures émancipatrices d'être mises en œuvre, qui ont défendu les services publics, qui ont lutté contre les inégalités. Et c'est cette filière-là que je veux préserver demain à l'Assemblée nationale, qui aura besoin d'une gauche forte, d'une gauche de conviction, d'une gauche positive, constructive, mais aussi extrêmement vigilante et absolument intransigeante. Moi, je ne peux pas être pris en procès de ne pas avoir dénoncé les dérives et les errances du quinquennat précédent. J'ai lutté contre la loi travail, dont je demande toujours l'abrogation, et pas avoir une loi travail puissance 10 être mise en œuvre. J'ai lutté contre le CICE, je l'ai dénoncé de par son inefficacité et le modèle qu'il promeut. Donc moi, c'est absolument des choses que je ne veux pas voir non seulement entérinées, mais renforcées. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, quelle gauche on veut défendre demain, cette gauche positif qui sera, parce que personne ne souhaite le déclin et voir la France tomber, regarder les mesures avec bienveillance quand elles servent l'intérêt général, mais qui saura aussi s'opposer quand on veut détruire les retraites par répartition, quand on veut remettre en cause le droit du travail par ordonnance, quand on veut augmenter la CSG au plus grand profit, au final, des patrons et au détriment des retraités. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous ne transigerons à aucun moment. Et enfin, simplement vous dire que le ticket que nous portons avec Fatima est celui aussi d'une gauche d'ouverture et non pas de fermeture, puisqu'il est soutenu par un grand nombre de formations politiques aujourd'hui de gauche, clairement de gauche, des écologistes aussi qui aujourd'hui nous ont amené leur soutien de manière très claire et on les remercie pour ça parce que c'est important et ça donne une vraie envergure à ce ticket que nous représentons avec Fatima Aberkan-Joudani. Merci. Merci. Monsieur Komivi, oui. Merci beaucoup. Pourquoi voter pour nous ou bien pourquoi choisir notre candidature? Avant d'y arriver, je compte faire ce petit rappel quand même que en termes de sécurité, il y a d'autres qui ont parlé tout à l'heure de l'effectif des forces de l'ordre. Pour moi, ce n'est pas forcément l'effectif qui fait la qualité du travail sur le terrain. Et en termes de sécurité, je suis mieux placé que quiconque ici présent pour savoir que j'ai servi sur les théâtres d'opérations extérieures. Je suis mieux placé pour savoir que ce n'est pas en réduisant ni en augmentant l'effectif, mais ce sont à la fois les moyens, la formation, et puis faire évoluer les mentalités des deux côtés, ceux qu'on protège et ceux qui sont là pour protéger. Ça doit beaucoup nous aider. Et puis, il y a d'autres parties de notre population que nous avons oubliées lors de ce débat. Je fais allusion à nos seniors. Nous avons quand même des seniors dans ces circonscriptions. Vous allez me dire qu'ils ne représentent pas beaucoup. Peut-être que l'électorat est un peu négligeable, mais quand même, je tiens quand même à ces seniors qui font partie intégrante de notre population, à qui j'ai fait des propositions concrètes pour qu'ils ne se sentent pas isolés, pour qu'ils ne se sentent pas exclus de notre société. Nous avons fait quand même aussi des propositions sur la gestion dans nos hôpitaux, sur le plan médical. Si vous avez par malheur, ou bien si vous n'avez pas la chance d'aller aux urgences dans les hôpitaux, je vous garantis que si vous n'avez pas les moyens d'aller dans des hôpitaux privés, vous risquez de laisser votre peau. Donc, nous souhaitons travailler avec que ce soit avec les opérateurs privés dans ce secteur pour désengorger les urgences de manière à réduire, à passer le moins de temps possible dans les urgences. Et aussi, nous proposons, nous avons déjà parlé du logement, nous proposons de travailler de sorte que les logements puissent être accessibles, c'est-à-dire que les conditions d'accessibilité puissent être favorables à tout le monde, des impôts locaux plus justes, plus adaptés et une vie politique vraiment renouvelée. Parce que quand je vois, par exemple, tout le tour qui est fait ici, j'insiste et je le répète, quand même, il y a un minimum, un mandat local que les autres candidats ont déjà à leur actif. Donc, je tiens quand même que pour le meilleur moyen d'être inefficace quelque part, c'est de cumuler beaucoup plus de casquettes. Donc, Merci. Si on veut éviter ça, le cumul des mandats, c'est niet. Merci. Denis Julémier.
Oui, alors moi je ne suis pas frappé par le cumul de mandats puisque je ne suis pas président d'un exécutif ou vice-président d'un exécutif. Oui, vous êtes déjà conseiller quelque part. Oui, départemental. Mais oui, je pense que c'est justement une force. Laissez Je peux répondre terminer, s'il vous plaît. Je crois que votre temps de Voilà, parole c'est était la fin pris. de ce Voilà. tour de table. Et je crois qu'au contraire, c'est une force et quelque chose au contraire de précieux d'avoir l'expérience d'un élu local qui a été confronté à un certain nombre de sujets. Non, vous n'êtes pas omnipotent, vous n'êtes pas omniprésent. S'il Vous permettez? Monsieur Comidi, c'est Je monsieur n'ai pas Guillemet qui a la interrompu. parole. Merci, merci Joseph. Donc je crois au contraire que c'est une force que d'avoir un élu qui connaisse les problématiques du territoire, qui connaisse les sujets dont on parle, logement, emploi, fiscalité, santé, etc. Moi, ma candidature, elle est en effet pour porter une majorité pour la France, pour pouvoir changer, redonner un regain de croissance à notre pays et être très vigilant sur cette politique Macron. Moi, je ne crois pas à un parti unique qu'on voudrait nous faire croire qu'il n'y a plus de droite, qu'il n'y a plus de gauche, ou il y a gauche et droite ensemble, et que tout le monde doit aller auprès de M. Macron. Je crois qu'au contraire, il faut que nous affirmions un certain nombre de sujets sur les questions économiques, nous l'avons abordé, sur les questions de sécurité, sur les questions également liées, donc toutes les questions sur l'autorité de l'État, la politique européenne, et on a vu là-dessus qu'il y a un certain nombre de flous et d'ambiguïtés dans le projet de Macron. La question de la CSG également que nous combattons, où on a maintenant un ministre de l'économie qui a fait une campagne dans des primaires qui combattait et qui voulait une baisse de la CSG, qui maintenant va appliquer une baisse de la CSG. Donc on voit un gouvernement aujourd'hui qui est ambigu, qui est flou, sur lequel nous voulons, nous, au contraire, apporter une majorité précise, sans ambiguïté, pour relever la France dans les défis qui sont présents face à nous, les défis économiques, les défis éducatifs, les défis sociaux, environnementaux. C'est tout le sens de ma candidature. Merci. Bénédicte Bonville de SECO. Mais dans les années qui viennent, il va y avoir des choix décisifs à faire. Des choix en ce qui concerne l'économie d'abord, puisque, on l'a dit, les traités européens ont très largement dépossédé nos États de la possibilité de mener véritablement une politique économique. Ils subissent et ils mettent en œuvre ce que les traités leur imposent. Donc il va y avoir des choix importants à faire, effectivement, pour permettre aux gens de retrouver de l'emploi. Et ces choix, ils passent par la renégociation des traités européens. Je regrette ici d'avoir été la seule à en parler. Sans renégocier les traités européens, nous ne réussirons à mener aucune politique économique. Ce n'est pas une élection européenne, non, c'est une élection législative. Je tiens à rappeler quand même. On laisse parler Bénédicte Bonville de SECO. C'est quand même le gouvernement qui a en charge la politique européenne de la France. Excusez-moi, mais nous n'en sommes pas à ce point de retrait des souverainetés. Donc déjà, sur ce plan-là, sur le plan européen. Ensuite, il va nous falloir parler du monde aussi. Nous n'avons pas abordé le monde. Nous n'avons pas abordé le rôle de la France dans le monde. La France est engagée sur 7 théâtres d'opération dans cette guerre, et ça a des répercussions évidemment dans notre pays. La France-Afrique que vous avez évoqué tout à l'heure sans le dire, mais que vous avez évoqué, ces relations qui ne sont pas des relations paritaires avec l'Afrique ou avec le Moyen-Orient parfois, qui sont liées au fait que nous vivons dans une économie carbonée, c'est-à-dire une économie qui repose essentiellement sur des ressources que nous allons chercher en Afrique ou au Moyen-Orient et qui, de fait, encourage ces politiques très largement, d'ailleurs, corrompues, etc. Enfin, qui usent de là, il faut plutôt parler des accords de défense entre les États. S'il vous plaît, monsieur Kovivi, allez-y. On ne peut pas accepter des aberrations. Vous terminez, oui. Pourquoi les électeurs de la première circonscription doivent voter pour vous? Donc, pour revenir effectivement à mon propos, ensuite sur la société, ce que nous voulons collectivement. Ce que nous voulons collectivement, c'est pouvoir vivre dans une société qui soit la plus juste possible, dans une société qui vise à l'égalité réelle entre les citoyens. Et qu'est-ce que ça veut dire viser à l'égalité réelle entre les citoyens? C'est effectivement des politiques publiques qui permettent à l'ensemble des gens ici de travailler, de vivre correctement de leur travail, et qui permettent à chacun de pouvoir s'émanciper et de s'assumer, ce qui n'est pas le cas d'une bonne partie de notre jeunesse aujourd'hui, étant donné la précarisation du marché du travail. La plupart des embauches, plus de 84% des embauches aujourd'hui, se font en CDD. Il faut revenir à une économie qui embauche les gens et qui leur permet d'envisager l'avenir sereinement. Donc ça, c'est aussi un point qui est fondamental. Et pour répondre, encore une fois, à ces enjeux-là, on a quelque chose qui a un pouvoir de transformation extraordinaire et qui garantirait en plus notre santé, c'est l'écologie. Il faut impérativement entrer dans la transition écologique. La transition écologique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des milliers et voire des millions d'emplois, puisqu'on parle de 2 millions d'emplois si on engage cette transition écologique. Mais sans reprendre la main sur l'économie, il n'y a pas de transition écologique.
Ensuite, pour finir, Oui. aujourd'hui, ce à quoi on nous prépare, c'est au contraire une politique de casse sociale qui va remettre encore davantage en cause le code du travail. C'est ce que vient d'annoncer Emmanuel Macron à travers des ordonnances en plus, puisqu'il nie le rôle du Parlement. Alors moi, je veux bien entendre M. Nicolas Alix quand il se réfère plutôt à Jaurès qu'à Cazeneuve. Enfin, c'est Cazeneuve qu'il est allé saluer récemment. Mais je me demande ce qu'il nous propose. Sinon de jouer éternellement les frondeurs, c'est-à-dire ceux-là même qui n'ont jamais été capables de déposer une motion de censure contre le gouvernement Valls. Merci. Donc voilà, je me demande ce qu'il nous propose. Franck Versilier. Alors, pour moi, ça va être un peu court parce que je vais répondre à la question et pas à côté. Pour moi, un député, il y a le législatif et l'exécutif. Vous avez le gouvernement et vous avez l'Assemblée nationale. Un député contrôle l'action du gouvernement. Si vous avez 400 députés qui vont voter dans le sens du gouvernement avec une charte, c'est-à-dire qu'on leur fait signer une charte en disant vous signez là et vous votez tout ce qu'on vous dit, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus rien du tout. Et là, on est... Je ne sais pas où on est, mais il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus de démocratie, je n'ai pas voulu dire le mot. Oui. Mais bon. Nous, pourquoi on s'est présenté et pourquoi on y croit? Donc, nous sommes un binôme. Donc, moi, je vous ai dit, je suis donc adjoint au maire de Pertan-Gâtinais. J'ai aussi un binôme qui est Stéphanie Hurgue, qui est enseignante depuis 17 ans à Ponthierry, qui est née, elle, à Damary-Lélis, à Melun, et qui connaît bien donc cette région. Elle est conseillère déléguée à la citoyenneté et au conseil municipal des jeunes à Ponthierry. On a fait un choix de partir avec une étiquette citoyenne, donc Convergence citoyenne, qui est un groupe national, parce qu'on a quand même dans Caisse Claire à peu près 130 personnes qui se présentent sur toute la France. Et ce choix a été fait pour une chose, c'est-à-dire qu'on veut des députés libres, parce que quand vous êtes dans un groupe, vous n'êtes pas libre. On vous dit ce qu'il faut voter. Vous ne pouvez pas faire autrement. On a vu avec les frondeurs. Quand on leur a dit attention le 49.3, tout le monde s'est rangé pour ne pas perdre sa place, pour pas qu'il y ait de dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut que l'Assemblée revienne à son origine, la liberté des gens, des représentants d'un territoire. Donc c'est pour ça qu'on se présente donc avec Stéphanie via donc Convergence citoyenne et on paye nous-mêmes notre campagne électorale. C'est-à-dire qu'on ne doit rien à personne au niveau financement. Certains d'autres le font aussi. Monsieur Versilier, vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Et un point que je voulais aussi, le dernier point que je voulais dire aussi, c'est votez pour vous, votez pour des citoyens. Et le seul point que je voulais voir aussi par rapport au cumul des mandats, parce que le seul qui soit touché par le cumul des mandats, c'est moi. Parce que j'ai un exécutif local à 350 € par mois. C'est-à-dire qu'en étant adjoint au maire, ça c'est vu, donc quelqu'un d'autant de plus compétent prendra ma place, et je suivrai et je continuerai à suivre le village. Mais quand vous avez des gens qui ont d'autres postes au conseil général ou départemental avec des indemnités beaucoup plus élevées, eux pourront continuer à être députés et conseiller général, alors que moi, petit adjoint au maire, je ne pourrais pas. Voilà, donc... je serai conseiller municipal, mais tout compte fait, vous êtes quand même élu. C'est pour ça que le cumul des mandats, des fois, c'est un petit peu... voilà. Okay. Mais je suis pour le non-cumul, donc tout va bien. Merci. Pour moi, ça. Et on va terminer par Nathalie Bonne-Sérény. Bien, alors si je partage totalement la vision d'une assemblée vigilante et modératrice, qui doit être un réel contrepoids dans notre constitution de la Ve République vis-à-vis du gouvernement, je pense qu'effectivement, nous avons besoin de renouveler l'Assemblée. Nous avons besoin de renouveler l'Assemblée avec des gens qui travaillent autrement, qui ne travaillent plus par carriérisme, mais pour le bien général, commun. Et c'est également le sens de la démarche des 577, qui là est effectivement très proche de votre démarche. Moi, ce que je souhaite, c'est à la fois exercer cette vigilance, mais aussi assumer totalement le rôle de VRP de la circonscription. Et on n'a pas eu l'occasion tous de dire quel était notre projet phare. Moi, mon projet phare, c'est un projet qui peut être structurant pour l'ensemble de la population de la circonscription, à savoir la valorisation de notre patrimoine touristique.
parce que nous avons des sites naturels, nous avons des monuments historiques, nous avons des musées qui créent notre richesse, nous avons aussi un patrimoine culturel avec toute l'école de Barbizon et qui débouche aussi sur des paysages. Et je pense que c'est un projet qui peut fédérer l'ensemble des habitants de notre circonscription et en plus être économiquement rapidement favorable à un redressement de notre économie, parce que c'est une activité économique qui n'est pas extrêmement demandeuse de spécialisation pour les personnes qu'elle peut employer. Et c'est donc une possibilité de résoudre le chômage, notamment des jeunes et des moins qualifiés, qui est certainement le plus rapide pour notre circonscription. Voilà, c'est mon engagement. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir répondu à cette invitation. J'espère que nous avons permis à vos électeurs, ce dimanche 11, de faire un choix raisonné parce qu'ils vous ont entendu. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir.